Bonjour à tous, donc bienvenue à ce 7e live qui porte aujourd'hui sur les étapes de la création d'entreprise. Alors aujourd'hui, pour en parler avec nous, Corinne Morales, qui est conseillère formatrice à la BGE Côte d'Azur et qui a plus de 20 ans d'expérience dans le métier. Donc bonjour Corinne. Bonjour à tous. Bonjour. À tous les deux. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la BGE ? Alors BGE, c'est une structure de conseil et d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise. Ça fait plus de à peu près 50 ans que maintenant ça existe sur le bassin des Alpes-Maritimes et au niveau national, puisqu'on fait partie d'un réseau national qui s'appelle BGE. Donc nous, on est BGE Côte d'Azur, on intervient sur le 06. Et après, si le projet est sur un autre territoire, on peut être accompagné et renseigné par d'autres BGE. Et voilà. Donc vous faites quoi ? De l'accompagnement à la création-reprise d'entreprise ? Alors on fait de l'accompagnement, de la formation à la création et à la reprise d'entreprise, en amont et dans le développement également des activités, généralement sur les 3 premières années d'activité des entreprises. Ok, merci. Voilà. En tout cas, vous pouvez retrouver un podcast complet sur la chaîne YouTube d'Initiative Agglomération Sophia Antipolis qui va paraître jeudi prochain sur la BGE, leurs actions, leurs formations et le rôle de Corinne et des autres conseillers formateurs. En co-animatrice, Aurélia Thésée. Oui, bonjour à tous, bonjour Corinne, Xavier, donc Aurélia Thésée, je travaille pour le réseau Initiative, je suis chargée d'affaires et le réseau Initiative en fait c'est un réseau qui permet à des porteurs de projets en création ou en reprise d'entreprise d'obtenir un financement complémentaire après un prêt à taux zéro, donc un prêt d'honneur qui permet de financer ce que la banque ne va pas financer, la trésorerie, le stock notamment. Ok. Et vous, par contre, vous n'êtes pas au même niveau d'accompagnement, vous arrivez après toutes les étapes de la création, une fois que le dossier est ficelé. Tout à fait. Donc on intervient au moment de la recherche de financement, donc on va en parler aujourd'hui. Oui. Et puis nous on intervient sur la zone de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Et si un porteur de projet est intéressé sur Grasse ou sur Nice, il y a l'équivalent. Donc sur ces zones-là, on couvre tout le territoire de façon globale. Mais Initiative Agglomération Sophia Antipolis, on est basé vraiment sur la communauté d'agglo. Ok, merci. Et toi, donc Xavier ? après, moi du coup, Xavier Prince, donc je suis gestionnaire de la pépinière d'entreprise Startéo qui se trouve à Châteauneuf. Donc voilà, on accueille des entreprises immatriculées depuis moins de 3 ans avec des loyers modérés, justement pour permettre à ces jeunes entreprises de pouvoir se lancer dans de bonnes conditions. Et après, on a tout un accompagnement personnalisé avec les différentes structures, alors notamment avec Initiative Agglomération Sophia Antipolis, mais aussi avec d'autres structures d'accompagnement comme la BGE, la Chambre de métier, la CCI ou autres. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder toutes les étapes de la création d'entreprise, excepté l'adéquation en projet. Ça, c'est un sujet qui fera partie, enfin, qui vraiment sera présenté lors d'un autre live qui sera visible sur notre chaîne YouTube d'ici 2 jours. Aujourd'hui, nous allons voir donc avec Corinne les 5 autres étapes qui vous emmèneront vers l'immatriculation. Donc il y a bien évidemment l'étude de projet, la rentabilité du projet et l'estimation des besoins, le choix du statut juridique, question assez cruciale, la recherche de financement qui est également une autre question cruciale, puis l'immatriculation, donc comment rendre l'activité officielle, et ensuite l'immatriculation. Une fois que l'immatriculation est faite, on vous donnera les bons réflexes à avoir. Alors, Corinne, on va démarrer par l'étude de marché. Oui. Alors l'étude de marché, c'est fondamental puisque vous aurez beau avoir un produit génialissime, révolutionnaire, si en face vous n'avez pas de clients, en fait ce produit vous ne pourrez jamais le vendre. On le voit notamment assez souvent pour tout ce qui est développement d'applications. Des gens qui arrivent et qui nous disent « ouais, on a développé une super idée, une super appli ». En face, ils n'ont pas fait d'étude de marché et en fait, ils développent l'application et après, ils n'arrivent pas à la vendre. Malheureusement, ça prend du temps et ça coûte beaucoup d'argent. Alors Corinne, qu'est-ce qu'une étude de marché et à quoi ça sert ? D'accord. Alors, déjà, juste pour revenir sur les étapes de la création, elles ont quand même un certain ordre. Elles n'ont pas été positionnées de cette façon-là un peu au hasard parce que on ne pourra pas choisir son statut juridique si on n'a pas fait son prévisionnel et si on n'a pas fait son étude de marché. Donc il y a quand même un ordre à respecter. Enfin, en tout cas, c'est le conseil qu'on peut vous donner. L'étude de marché, c'est quoi concrètement ? C'est d'aller sur le terrain et d'aller se rendre compte, d'aller se confronter à ce fameux marché et de voir s'il y a un potentiel de clients. Le marché, c'est quoi ?
de façon déjà générale. C'est la rencontre d'une offre et d'une demande. Si j'ai pas d'offre et s'il n'y a pas de demande, il se passera rien. Mais il faut aussi que cette offre et cette demande se passent dans un lieu et dans un temps donné. Si j'arrive trop tôt, si j'arrive trop tard, ou si je ne suis pas sur le bon secteur, il ne se passera rien. On a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont l'idée et qui viennent en disant ça marche à Paris, je veux le faire sur la Côte d'Azur. Voilà. Mais c'est pas parce que ça marche sur Paris que ça marchera forcément sur la Côte d'Azur. Donc faire son étude de marché, c'est vérifier que le marché dans lequel on veut s'installer est réellement présent et il permet de répondre à des besoins. Mais au-delà des besoins, avoir un besoin, c'est à un moment donné avoir une problématique. J'ai besoin de chaussures de ski parce qu'il neige. Ma problématique, c'est de pouvoir aller sur la neige. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut trouver un moyen de répondre à cette demande. Et c'est à partir du moment où on répond à la demande qu'on arrive à avoir une offre et une demande et d'avoir quelque chose de cohérent. Ce qui est important, c'est d'avoir une demande, donc des gens qui soient prêts à payer pour le service ou pour le produit que vous voulez acheter ou le service que vous voulez proposer. Et oui, ça on le verra dans un deuxième temps. Mais alors déjà, comment ça se prépare une étude de marché ? Où est-ce qu'on trouve, par exemple, les informations sur tel ou tel sujet ? Est-ce qu'il y a des sites références en ligne où on peut trouver justement des informations ? Alors, il y a plein de sites. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet quand même, donc c'est pas négligeable. Donc, on peut déjà trouver pas mal d'informations sur Internet. Faire son étude de marché, c'est à la fois faire de la recherche d'informations, de documentation. Ça peut être sur Internet, ça peut être sur BPI France Création, parce que vous avez plein d'informations sur comment les choses se passent. Ouais, vous avez plein de fiches métiers d'ailleurs sur le site BPI, on vous le mettra en lien. Sur le site de BPI France, vous avez des fiches sur différents métiers qui sont très bien faites, où vous avez déjà une étude de marché qui est pré-marché. Alors elle ne s'adapte pas à tout. En local, exactement, parce que c'est des études de marché qui sont souvent nationales, donc ça, il faut la faire au niveau local. Ces fiches sont payantes, mais elles sont vraiment très bien faites, et ce site, d'ailleurs, est très bien fait. Vous allez y retrouver, d'ailleurs, toutes les étapes de la création. Bon, c'est payant, mais ça reste abordable quand même. Donc. Je crois que c'est 13 ou 15 euros. Oui, c'est un investissement pour l'avenir. Oui, c'est ça, exactement. Et est-ce que tu aurais des noms de sites internet sur lesquels aller, justement ? Nous, après, on conseille d'aller sur société.com, notamment pour faire des recherches sur des entreprises similaires, d'essayer d'étudier le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, depuis quand elles sont existantes. Par exemple, ça c'est par rapport à l'étude des concurrents. Ça peut être d'aller sur le site de l'INSEE pour avoir plein de données statistiques sur la population, la répartition par âge, les revenus fiscaux, etc. Parce que ça peut être des éléments déterminants dans l'étude de marché. Il y a le site, alors j'ai noté aef.cci.fr parce que là aussi on a également des informations sur les entreprises, donc ça peut être des choses intéressantes. Et puis après, c'est d'aller chercher auprès des syndicats professionnels, ça peut être d'aller sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a certaines autres entreprises qui peuvent donner d'informations. Ça peut être de mettre en place, alors ça c'est pour la base documentaire à proprement parler, en utilisant notamment le Pestel aussi, parce que ça peut être un outil que l'on peut utiliser pour travailler son étude de marché. Alors le Pestel, justement, il s'affiche sur vos écrans. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, un Pestel ? Parce que... Oui, alors en fait, le Pestel, c'est surtout un moyen mémotechnique pour se rappeler les éléments que l'on doit travailler par rapport à son étude de marché. Donc des éléments politiques, de regarder comment ça évolue au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, au niveau technologique, environnemental et législatif. Est-ce que tu aurais un exemple ? Alors oui, j'ai pris un exemple exprès pour vous donner une idée d'une des activités qui vient de façon assez récurrente dans la création d'entreprises, qui est la restauration. Donc, si on prend sur le niveau politique, par exemple, c'est de se renseigner, est-ce qu'il y a des nouvelles lois qui obligent de passer certaines réglementations, comme le permis d'exploitation, par exemple, ou comme les normes d'hygiène, etc. Quelle est l'évolution que la politique veut mettre en place par rapport à l'ouverture des restaurants sur le secteur. Au niveau économique, alors attends, je vais reprendre mes notes, comme ça au moins je te donne des exemples. D'ailleurs, dans la restauration, il y avait eu une énorme problématique, c'était lié à la réforme pour l'accessibilité des personnes handicapées. Oui. Il y avait des boîtes qui s'étaient montées parce que tous les restaurants devaient mettre aux normes leurs accès, etc. Et en fait, la loi a été modifiée au dernier moment. Il y a plein de boîtes qui s'étaient montées, qui avaient acheté un maximum de stock
initiative. D'ailleurs, il y avait eu un exemple frappant, le pauvre. Mais voilà, ça c'était un changement de loi qui est arrivé au dernier moment et qui avait fichu en l'air pas mal d'entreprises. J'ai des activités comme ça, notamment en ostéopathie animale. Où j'ai des clients qui avaient la formation qui avaient une formation de base et la loi leur a obligé de passer la formation d'ostéopathe classique et du coup ils se sont retrouvés à devoir abandonner leur projet, voire leur entreprise qui était existante parce que la loi avait modifié les choses. Donc c'est important de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la législation. Dans l'autre sens, il y a les coiffeurs. Qui avant avaient l'obligation de passer le BP pour pouvoir ouvrir un salon de coiffure. Aujourd'hui, c'est CAP suffit. Donc parfois, ça va dans l'autre sens. Oui, puis après, c'est pas forcément parce qu'on met une réglementation en place que c'est forcément négatif, parce que ça permet aussi de valider certaines choses par rapport à de trouver des métiers un peu plus réglementés, c'est pas mal des fois. Au niveau économique, aujourd'hui, c'est de regarder un peu comment ça se passe au niveau de l'inflation, par exemple, au niveau des matières premières, les prix qui augmentent, etc. Donc ça peut engendrer des problèmes économiques ou des augmentations de tarifs. En tout cas, c'est des choses qu'il faut anticiper et prévoir, parce que ça veut dire que peut-être qu'on vendra avec des prix un petit peu plus élevés, parce que l'inflation fait que ça coûte un petit peu plus cher aussi. Et oui, donc votre étude de marché, en fait, elle va s'adapter à la vie courante, à ce qui se passe au quotidien, etc. Elle n'est pas figée dans le marbre et elle doit vous suivre une fois que vous êtes immatriculé, enfin, dans l'élaboration de votre projet, et après immatriculation tout au long de la vie de l'entreprise. Tout à fait, oui. Au niveau social, sur le restaurant, c'est peut-être les nouveaux modes de consommation. On veut manger peut-être un peu moins de viande, un peu plus sainement, etc. Donc c'est regarder avec le Covid les choses qui se sont mises en place, de vouloir avoir des distributions, enfin des réseaux de distribution plus courts, etc. C'est ce qui peut faire qu'on peut proposer de nouveaux produits dans des restaurants, parce qu'on veut s'adapter aussi à la nouvelle évolution, à la nouvelle consommation sociale des personnes. Et c'est là aussi qu'on va calculer le coût de revient, qui va déterminer le prix de vente, etc., etc. Alors ça, vous inquiétez pas, il y a toujours des structures partenaires qui seront là pour vous accompagner, les chambres consulaires, chambres de métier, chambres de commerce et d'industrie, vous, à la BGE. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça semble assez complexe, mais en définitive, il y a des gens qui sont là pour vous rendre le travail un peu moins compliqué. Oui. Donc ça aussi, donc vous les aidez à calculer leur coût de revient, etc. Oui, alors pour calculer le coût de revient, après il faut surtout, alors là on est un peu plus avancé dans l'étude de marché, mais quand on a identifié les produits qu'on veut vendre, c'est aussi de travailler sur combien ça nous coûte d'acheter. Alors si c'est des produits, combien ça nous coûte de les acheter, donc de voir les négociations qu'on a vis-à-vis des fournisseurs. Les délais de paiement par exemple, mais aussi les modes d'approvisionnement, parce que des fois on peut avoir des prix plus bas mais il faut en acheter une quantité plus importante, ça veut dire avoir du stock en plus, ce qui n'est pas toujours judicieux non plus. Alors juste une aparté pour les fournisseurs, quand on est en cours de création d'entreprise, on n'a pas de numéro SIRET, et la plupart du temps, je dis pas tout le temps, mais la plupart du temps, les fournisseurs refusent de donner accès au catalogue de prix. Comment tu fais pour contourner la chose du coup ? Pour accompagner, on va dire, 5000 personnes en ayant un projet de création d'entreprise par an, on a, effectivement, c'est une difficulté, mais c'est pas un frein définitif à la création d'entreprise. Souvent, les fournisseurs, à la fin, jouent le jeu. Donc après, il ne faut pas se contenter d'en appeler un seul. Il faut essayer d'en faire plusieurs. Il faut peut-être se rendre sur place. Si on veut acheter certains produits, on peut peut-être aller... alors je ne vais pas citer de nom, mais on peut peut-être aller dans de grosses enseignes pour essayer d'expliquer aussi qu'on est nouveau créateur, qu'on a besoin de travailler son étude de marché, et que pour ça, on a besoin d'avoir une grille de tarifs. On va peut-être pas avoir tout le catalogue, mais avoir quelques prix de base, c'est quand même des choses importantes. Souvent aussi, ce sont des chefs d'entreprise, enfin des futurs chefs d'entreprise qui ont de l'expérience dans le domaine dans lequel ils veulent créer. Donc, ils ont moyen, par le biais de leur ancienne entreprise ou par leur expérience professionnelle, de récupérer des informations. Souvent, quand on demande aux restaurateurs, ils connaissent à peu près les prix d'achat parce qu'eux-mêmes, ils ont précédemment acheté pour leur entreprise, donc pour laquelle ils travaillaient. Donc, c'est compliqué, mais c'est pas infaisable en fait. Et alors pour l'emplacement, parce qu'il y en a certains qui vont pouvoir travailler de chez eux ou dans un espace de coworking ou autre, des libéraux notamment, mais pour quelqu'un qui va, tu citais tout à l'heure l'exemple du restaurateur, pour quelqu'un qui va créer ou reprendre, on verra la reprise tout à l'heure d'entreprise, mais pour quelqu'un qui va créer un restaurant, comment tu fais pour voir si c'est un bon emplacement ? Qu'est-ce que tu conseilles ? Ça, c'est aussi l'étude de marché qui va être appelée à vérifier que l'emplacement il correspond réellement aux besoins des personnes. C'est-à-dire que
Et c'est vrai que c'est souvent un peu la problématique du chef d'entreprise, c'est qu'il dit j'ai l'impression de tourner en rond, c'est-à-dire que je ne peux pas faire mon prévisionnel ou mon étude de marché si je ne trouve pas le local, mais quand j'ai trouvé le local, ben, ça veut dire que l'étude de marché, il faut un peu la refaire. Donc en fait, il faut mener plusieurs choses un peu aussi en même temps, et donc c'est l'étude de marché qui va permettre de vérifier que potentiellement le lieu dans lequel on souhaite s'installer, il est aussi important. Après, ben, ça reste quand même, pour un restaurant, l'emplacement premier est toujours préférable, mais effectivement, et encore plus sur la Côte d'Azur, ça a un coût qui est quand même pas négligeable. Donc on reviendra sur les financements, mais partir notamment avec 0 d'apport, bah, ça devient compliqué quand on veut ouvrir un restaurant, par exemple. Enfin, c'est même impossible. Et là, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut justement créer un restaurant? C'est d'aller voir les autres commerces aux alentours, de faire une étude de marché terrain pour voir s'il y a du passage, etc. Alors c'est à la fois une étude de terrain, aller interroger d'autres commerçants, aller interroger les passants dans la rue. Ça peut être faire ce qu'on appelle de l'espionnage. Pourquoi pas se mettre en face d'un autre restaurant qui existe et de regarder combien de personnes rentrent, combien viennent manger, à quelle heure, est-ce que c'est plutôt le midi, est-ce que c'est plutôt le soir, est-ce qu'ils viennent plutôt en famille, est-ce que c'est plutôt des salariés, etc. Donc c'est vraiment aller sur place et se rendre compte de ce qui se passe. Mais ça peut être aussi de façon plus générale de faire un questionnaire pour aller interroger les clients, de savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient bien manger, comment, quels sont les tarifs qui seraient prêts à payer, voilà, quel type de restaurant ils attendent. Donc ça, là, c'est pas forcément sur le terrain, c'est de façon un petit peu plus générale et ça peut être sur les réseaux sociaux. Et par exemple, au bout de combien de personnes interrogées, tu penses que c'est une bonne étude de marché? 50, 100? Ben, ça va être, alors 50 ça me paraît un peu juste, mais après ça dépend aussi le retour qu'on en a, et ça dépend comment on a qualifié aussi le public que l'on vise. On peut peut-être faire une première étude sur 50 personnes et après affiner avec un questionnaire un petit peu plus, ou un entretien individuel avec 2 ou 3 personnes qu'on a retirées de ces questionnaires-là pour essayer d'approfondir les questions et les informations que l'on peut avoir. Alors justement, là tu parlais de l'importance de choisir des personnes types. Et là, on en vient justement à quelque chose dont on parle couramment, c'est l'importance du persona. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un persona? En fait, le client type, comment tu le détermines? Voilà, alors le persona, en fait, c'est ce client, ce groupe de clients que l'on aimerait avoir, ou en tout cas qu'on identifie avoir un besoin et donc une demande, et auquel on veut y répondre. Donc une fois qu'on a travaillé son étude de marché, on arrive à identifier des groupes de personas. On n'est pas obligé d'en avoir qu'un seul. Enfin, généralement, on n'en a pas qu'un seul. On a 2, 3, 4 groupes de personas. On ne peut pas en avoir 100 non plus. C'est quoi un persona? À la différence de souvent les personnes quand ils viennent au premier abord, quand on leur demande qui sont vos clients, ils nous répondent c'est tout le monde. Non, on ne peut pas avoir tout le monde comme client parce qu'on ne peut pas faire la même démarche, la stratégie commerciale, etc. On ne peut pas les démarcher de la même façon quand c'est un homme, quand c'est une femme, quand c'est des familles, quand c'est des salariés, etc. Donc, du coup, définir ces groupes de personnes, c'est vraiment important parce que ça va nous permettre de bien les connaître, de savoir quels sont leurs besoins, de savoir qu'est-ce qu'ils recherchent, comment ils fonctionnent, comment ils achètent, et de pouvoir proposer vraiment des services ou des produits qui soient adaptés à ce type de public. Et la communication aussi importante. Exactement. En fonction, si je touche une personne qui a 70 ans ou un jeune de 20 ans, on ne va pas avoir les mêmes canaux de communication. Alors, pour exemple, parce que j'aime bien la citer, et je ne sais pas si elle sera sur le live et si elle se reconnaîtra, mais j'avais une cliente qui avait démarché, qui faisait du service à la personne, sur le secteur de Roquefort-les-Pins, et quand elle a ouvert, en fait, elle visait des personnes âgées, elle s'occupait d'eux, et la première fois, en fait, ce qu'elle a eu énormément, c'est des panières de chemises à repasser. Donc elle s'est dit c'est bien, mais c'est pas ce que je veux faire. Et en fait, elle s'est posé la question de comment je vais aller chercher ce public âgé finalement. C'est pas sur les réseaux sociaux. Elle avait fait de la pub dans la pharmacie, mais finalement, elle s'est rendue compte qu'il y avait un manque de confiance. On ne la connaissait pas, elle était jeune, donc c'était compliqué. Et pour aller attirer ces clients-là, elle a fait quelque chose d'un peu atypique, c'est-à-dire qu'elle a inscrit sa maman au club de 3e âge de la commune. En espion. Voilà. Donc elle lui a payé les cinés et les restos.
Et du coup, en fait, quand on lui a dit, mais c'est ma fille qui a telle entreprise, mais si c'est ta fille, il n'y a pas de souci, on peut venir à la maison, etc. Elle a fait le rôle de confiance. Elle a fait ce rôle de confiance. Donc, de ce perso-là, et quand on connaît bien le personnage, enfin, le client type, on arrive plus facilement à aller le chercher aussi. Donc ça, c'est important. Ok, et alors, donc pour résumer, l'étude de marché, elle évolue constamment. Il y a des structures d'accompagnement pour vous aider à les faire, vous n'êtes pas tout seul. Après, vous pouvez très bien la travailler en amont sur des sites comme BPI France ou autres. Vous tapez étude de marché sur le site de BPI France, vous verrez, c'est super bien expliqué. Elle évolue constamment, même après immatriculation. Et alors, un dernier point, donc il y a la création d'entreprise qui existe, ok, ça super, mais il y a la reprise aussi d'entreprise. Quel avantage d'une reprise d'entreprise par rapport à une simple création? Alors, une reprise d'entreprise, il y a plusieurs avantages et des inconvénients, mais ça c'est toujours le choix et jamais aussi facile que ça. L'avantage de la reprise d'entreprise, c'est que déjà, il y a une activité qui est existante. Donc ça veut dire qu'il y a du chiffre d'affaires qui est déjà réalisé, qu'il y a du bénéfice, que peut-être le chef d'entreprise qui va reprendre peut plus rapidement se rémunérer de cette activité-là parce qu'il y a des bilans et donc on peut étudier les bilans et savoir si l'activité peut être rentable plus rapidement. Donc ça permet effectivement d'être un peu plus serein. Ça permet aussi de rassurer souvent le banquier parce que du coup il sait que l'activité qui est existante fonctionne, il sait ses avantages et ses inconvénients. Donc voilà, ça peut avoir un côté un peu plus rassurant. Un des inconvénients, c'est que généralement ça coûte un petit peu plus cher parce que y a une activité derrière et que cette activité a une valeur, sinon elle ne serait pas à reprendre justement. C'est la notion de fonds de commerce souvent. Alors c'est le fonds de commerce essentiellement, puisque sinon c'est pas une reprise d'entreprise, enfin c'est un droit au bail, donc c'est essentiellement un fonds de commerce. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est justement, rapidement, parce qu'on va faire un live là-dessus prochainement, mais ce que c'est qu'un fonds de commerce? Alors, un fonds de commerce, donc quand je reprends une entreprise, on va le faire de façon très simple, c'est un restaurant. Quand je reprends le restaurant, je reprends l'activité, je reprends la clientèle, je reprends le matériel qu'il y a à l'intérieur et je reprends également le bail commercial, c'est-à-dire la location que j'ai signée avec le propriétaire des lieux. Et donc, la totalité de ça et l'activité qui en résulte, c'est ce que j'appelle faire un rachat de fonds de commerce. À l'inverse d'un droit au bail, où un droit au bail, c'est un restaurant, mais en fait, je ne veux pas ouvrir un restaurant, je veux ouvrir, je ne sais pas moi, un espace de coworking. Et du coup, la clientèle, c'est pas la même, elle ne m'intéresse pas. Le matériel, a priori, sauf si je veux faire de la cuisine, mais a priori, ne m'intéresse pas non plus. La seule chose qui m'intéresse dans la reprise du fonds de commerce potentiel, en fait, ça serait le bail commercial qui a été signé, qui a une durée de 3 ans, 6 ans, 9 ans, et donc c'est ça que je rachète quand je fais un rachat de droit au bail. Ok. Voilà. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour l'étude de marché. Maintenant, on va passer donc à l'étude des besoins financiers. Donc on a parlé du côté commercial, on a parlé de son positionnement. Aujourd'hui, c'est important aussi d'imaginer ce que ça va nous coûter, d'imaginer ce que ça va également nous rapporter. Et donc comment on fonctionne au démarrage en anticipation sur la recherche des besoins financiers. Donc en fait, on va étudier le plan de financement. Donc je vais te poser la question simplement de qu'est-ce que le plan de financement. Donc, voilà, je vais te laisser dérouler peut-être. Tu as la présentation à l'écran. Oui. Alors juste pour reprendre, donc effectivement, une fois qu'on a fait son étude de marché, on a identifié ses clients, on a quand même essayé d'identifier un potentiel de chiffre d'affaires, parce qu'on a travaillé sur son prix, sur les prix, et donc à partir du moment où on a identifié ces prix, on est capable d'identifier un potentiel de chiffre d'affaires qu'on doit réaliser. Et là, on passe effectivement sur une autre étape, qui est la partie un peu plus chiffrée, souvent qu'on n'aime pas trop parce qu'il y a des tableaux et qu'on n'aime pas trop ça. Mais bon, c'est pas un souci. Souvent, moi-même, je conseille de faire ça sur feuille blanche. Moi, comme ça, on n'a pas de stress de tableau, etc. Dans cette partie de prévisionnel, en fait, il y a trois éléments importants. Donc, on va les voir. C'est le plan de financement, le compte de résultat et le plan de trésorerie. Donc, le plan de financement, en fait, c'est la première étape. C'est ce qui nous permet d'identifier les besoins de démarrage et comment on va financer ces besoins de démarrage. Donc, en fait, il faut se dire que qu'est-ce que je vais mettre
dans mon entreprise avant de l'ouvrir. De quoi j'ai besoin. Donc le premier besoin, effectivement, c'est les frais d'immatriculation. Si je veux créer mon entreprise, c'est pas gratuit. Enfin, une partie peut être gratuite, mais une partie est payante. Il peut y avoir donc ces frais d'immatriculation qui recouvrent les frais d'enregistrement, souvent dans les chambres consulaires. Il peut y avoir les frais pour la création des statuts juridiques, puisqu'on fait appel à un avocat généralement pour faire ces statuts-là, et donc ça a un coût. Il y a si on part en société, il y a l'annonce légale au journal officiel, ça a un coût également. Donc les frais d'immatriculation peuvent aller entre 0 et 1 500, 2 000 euros en fonction du statut et du besoin qu'on a au démarrage de l'activité. Et ouais, là où c'est gratuit, c'est plutôt sur de l'auto-entreprise, quand vous vous immatriculez seul. Et encore, on verra plus tard, ça a ses limites. Donc là, ce que tu citais, les 1 000 euros par exemple de frais d'immatriculation, c'est pour quelqu'un qui s'immatricule en société. Ouais. Et après, il faut voir si vous immatriculez seul ou à plusieurs, donc à voir. Donc ça, dans les besoins, frais d'immat. Ensuite, le rachat du fonds de commerce. Donc là, si on part, voilà, exactement. Donc après, il y a toute une étude à faire par rapport à ce rachat, et l'étude des bilans pour vérifier si effectivement le produit qui est vendu correspond bien, enfin le prix correspond bien au produit de la vente. Mais en tout cas, c'est à prévoir. Les droits de mutation, on passe devant un notaire quand on fait un rachat de fonds de commerce ou un droit au bail. Donc il y a des frais dessus à payer qui sont entre 5 et 8%. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu des modifications depuis. Non, c'est à peu près ce qu'on retrouve. Voilà, à peu près dans ces eaux-là par rapport aux droits de mutation. Donc ça, c'est à prévoir en plus du rachat de fonds de commerce. C'est vrai qu'on a tendance à... Souvent, les gens viennent nous dire j'ai un fonds de commerce à racheter, j'en ai pour 200 000 euros. Oui, mais enfin, à ces 200 000 euros, c'est pas 200 000 euros de besoin. Il faut rajouter et les frais d'immatriculation et les droits de mutation. Je ne sais pas s'il y a, par exemple... de l'expert comptable, de l'avocat au niveau de la rédaction. Exactement. Les honoraires des agences immobilières, parce que si on a trouvé le fonds de commerce par une agence immobilière, elle a fait son travail aussi, donc il faut la rémunérer. Et Xavier reprend bien, effectivement, il y a la notion de stock très souvent qui est inclus dans le fonds de commerce. Oui, alors... normalement, elle est un peu séparée, parce que elle doit se mettre de côté. Mais bon, effectivement, ça englobe tout ça aussi. Il faut penser à tout ce qui est communication. Le changement d'enseigne, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être les sites internet, les flyers, les cartes de visite. Bon, même si les flyers aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Oui, de plus pertinent. Alors juste une aparté concernant le changement d'enseigne, systématiquement, allez voir les services de l'urbanisme, de la ville concernée, parce qu'il peut y avoir des secteurs sauvegardés où vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans le changement d'enseigne. Donc déjà, service de l'urbanisme, après contacter une agence de communication. Bon, normalement, ils sont au courant. Mais si vous prenez une agence parisienne pour créer quelque chose à Valbonne, voilà. Peut-être pas forcément. Il y a également la terrasse. On va toujours dans le domaine de la voirie ou de... Oui, exact. Non, mais même l'affichage sur les vitrines, puisque aujourd'hui, les municipalités prennent... Enfin, il y a une taxe par rapport à ça. Donc, il faut aussi l'anticiper, prévoir. Est-ce que je mets un film transparent ou ça ne sera pas taxé ou est-ce que... Bon, voilà. Donc, ça des choses, en tout cas, à anticiper par rapport à ça. Une chose aussi dans l'étude de marché, dans la recherche de locaux, tout à l'heure on parlait, c'est quand on fait cette recherche de locaux, c'est d'aller se renseigner aussi auprès de la mairie, d'être sûr qu'il n'y ait pas de travaux ou de choses de ce type-là qui pourraient à un moment donné coincer sur le développement de l'activité. Oui. Voilà. Il y a les problèmes de tramway qu'il y a eu à Nice, par exemple, de reprises qui ont été un peu compliquées parce que les rues n'ont pas été toujours ouvertes comme les gens le voulaient, donc ça c'est important aussi à prendre en compte. Les sens de circulation peuvent changer aussi. Tout à fait. Et ça peut perturber une des activité commerciale. Ou c'est pas mal. Donc voilà. Donc après, dans les besoins, il y a tout ce qui est matériel de façon générale, le véhicule, le matériel, l'outillage, le poste informatique, ordinateur, imprimante, etc. Bon, enfin voilà, tout ce que j'ai besoin le jour où je dois mettre la clé dans la porte pour pouvoir rentrer et pour pouvoir fonctionner, un bureau, une chaise, un téléphone, bon, voilà, tout ce matériel-là, il faut faire la liste et puis essayer de mettre en face combien ça coûte. Oui. Après, de se poser la question, est-ce que j'ai le financement pour ou est-ce que je l'ai déjà, parce que souvent il y a des personnes qui ont déjà certains matériaux, donc voilà, matériel plutôt, donc c'est important. Et puis ensuite, il y a 3 choses qui sont souvent les plus oubliées ou mises de côté, on va dire ça comme ça. Le premier, c'est la partie stock, effectivement.
Alors si je fais juste du conseil et du service, c'est vrai que cette partie stock ne me concerne pas du tout. Mais si j'ouvre un restaurant, j'ai peut-être besoin d'un stock de matières premières pour faire le premier plat, un stock de boissons donc pour travailler. Donc ça, c'est important. Si j'ouvre un magasin de prêt-à-porter, mon stock il est encore plus important. Donc de savoir l'évaluer. Le troisième, le point, je reviendrai sur la TVA après, mais le point, à mon avis, le plus important, le plus difficile à chiffrer, c'est la trésorerie. Alors, en fonction de quoi ça s'évalue? Tu prenais tout à l'heure l'exemple d'une entreprise de service à la personne. Oui. En fonction de quoi tu évalues les besoins en trésorerie, par exemple, d'une entreprise de service à la personne? Alors, ça va dépendre, c'est un peu compliqué, mais ça va dépendre aussi du nombre de personnes que l'on va embaucher, ça va dépendre si j'ai un loyer à payer ou pas. Donc, généralement, ça s'évalue en nombre de mois. On dit qu'il faut que vous soyez capable de couvrir pendant 1, 2 ou 3 mois de charge de l'entreprise. Et quand je dis charge, je ne dis pas juste le loyer et le personnel, c'est le loyer, l'électricité, les frais de déplacement. Voilà, c'est toute cette enveloppe-là que je dois être capable de couvrir pendant 1, 2, 3 mois. Et il y en a, c'est sur 6 mois d'activité. On prend les agents commerciaux en immobilier. Je trouve que c'est le plus facile, très parlant. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément énormément de besoins au démarrage, mais n'empêche qu'entre le moment où ils font leur première visite, ils vendent leurs biens et ils encaissent leur première commission, il peut se passer 6 mois. Et donc ça veut dire que pendant 6 mois, il faut qu'ils avancent le plein d'essence, le café quand ils invitent le client, la papeterie, les cartes de visite, etc., le téléphone, les assurances. Et donc ils doivent avoir 6 mois de trésorerie. Donc une entreprise de service à la personne, ça peut être entre 3 et 6 mois aussi. 3 mois, ça me le temps que l'activité d'école, qui est le premier chiffre d'affaires qui rentre et qui permet de couvrir les charges de façon plus autonome sans avoir Ce qui est peut-être moins important, par exemple, quand on fait une reprise d'entreprise, puisqu'il y a déjà une activité qui tourne et donc le besoin en trésorerie peut être un peu moins important que quand on fait une création où là on démarre de zéro et on n'est pas sûr d'avoir les clients qui viennent dès le départ. C'est ça. Oui, et puis ça dépend du délai de règlement client. Si le client vous règle à 30 jours ou à 60 jours, oui, dans le c'est pas la BTP, même. par exemple. Et c'est pour ça que dans le BTP, d'ailleurs, ils demandent des acomptes, au moins pour payer la fourniture, le regard, et puis après... De façon générale, moi je conseille de demander systématiquement, même dans quelle que soit l'activité, de demander des acomptes, même sur du conseil, si demain je me lance dans le conseil et la création d'entreprise, c'est de toujours demander un acompte parce que ça permet de couvrir au moins les charges de base. Et après, si nous on n'arrive pas à se rémunérer, on verra, il y a peut-être les aides de Pôle emploi qui peuvent nous permettre de tenir un petit peu, mais au moins que les charges de l'entreprise soient couvertes et qu'on ne mette pas de l'argent de notre poche en fait pour couvrir les charges de démarrage. Voilà. Et le dernier point, c'est la TVA. C'est une taxe, donc il faut la payer. Et quand on fait un plan de financement, une chose importante, et c'est pour ça qu'il y a la TVA qui apparaît, c'est que tous les montants sont en hors taxe. Et donc la TVA, c'est un poste qui est complètement indépendant et on verra l'importance parce que notamment, c'est un des postes que les banques, de façon classique, ne financent pas, si ce n'est par des crédits de TVA, mais autrement, c'est pas des choses qui sont financées. Et il faut le demander. C'est pas spontanément. Non, et c'est pas systématique en plus. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux donner un exemple? Par exemple, un artisan qui va acheter son camion en concession, chez un professionnel, comment ça se passe concrètement pour la TVA? Est-ce qu'il a avancé la TVA? Parce que ça, les gens ont du mal à comprendre. Alors oui, il avance la TVA. Je ne suis pas un véhicule, je n'ai pas idée, mais on va dire 10 000 € pour faire un contrôle et pour faciliter la TVA. Donc quand la personne va acheter son véhicule 10 000 € hors taxe, dessus, il va payer 20% de TVA en plus. C'est-à-dire que le véhicule va lui revenir à 12 000 € TTC, si j'ai bien fait mon calcul. 12 000 € TTC, quand il va faire le chèque, il va faire un chèque de 12 000 €. S'il apporte l'argent, il va devoir effectivement financer les 12 000 € d'un seul coup. Par contre, au démarrage et dans le plan de financement, il pourra par la suite demander aux services fiscaux de lui rembourser cette TVA, donc ces 2 000 €, on va dire dans les 6 mois à peu près de la création, arrive, des fois c'est 3 mois, mais des fois c'est 6 mois, ça dépend un petit peu comment les choses se mettent en place. L'État vient et lui rembourse les 2 000 € qu'il a avancés par rapport à son entreprise. Mais ça dépend aussi, et on le verra plus loin, du statut juridique qu'il aura choisi. Si on est en micro-entrepreneur, on ne pourra pas récupérer, dans certains cas, mais au démarrage en tout cas ça me paraît difficile, les 2 000 € de TVA qu'on a avancés. Alors après, pour les petits projets, normalement vous avez suffisamment de trésorerie pour financer ces 2 000 €, mais par contre, dès que vous avez des travaux, du mobilier à acheter, des ordinateurs, etc., le montant de TVA peut aller
rapidement à des sommes assez conséquentes, du 10 ou 20 000 euros à avancer en théorie de votre poche. Et par contre, comme le disait Corinne tout à l'heure, vous pouvez très bien demander à la banque une avance de TVA. Donc la banque va avancer la TVA à votre place et elle va récupérer l'argent quand l'État remboursera. Par contre, c'est un gros risque pour elle. On en a parlé notamment sur un live qu'on a fait avec Véronique Berruguet de Finance et Pédagogie il y a un peu plus d'un mois, que vous avez retrouvé sur la chaîne YouTube d'Initiative Agglomération Sophia Antipolis, où en fait on détaille tout, le plan de financement, qui finance quoi et autres. Donc il y a là, aussi une petite chose qu'on n'a pas forcément notée, mais qui peut être à prendre en considération, c'est parfois la garantie bancaire. Qui peut être proposé par BPI ou par d'autres organismes pour garantir le prêt en fonction de l'importance du prêt et du risque que prend la banque par rapport à l'apport et par rapport au plan de financement. C'est important, on en parle là, et c'est vrai qu'à ce moment-là, la banque peut décider de prendre une garantie complémentaire qui, dans ces cas-là, va être payante, et il faut pouvoir aussi le décaisser au moment de la signature du contrat de prêt. En parlant d'ailleurs de garantie, moi j'ai de plus en plus, là ça fait quelques temps, sur des reprises de locaux, des droits au bail, etc., où les propriétaires demandent des 3-4 mois. Alors ils demandent la caution parce qu'on a une caution à verser, mais ils demandent en plus une caution, exactement, une garantie supplémentaire. Là je monte à des 4-5 mois. Ça faisait longtemps qu'on n'en voyait plus. Donc voilà, donc ça aussi c'est des choses importantes à prendre en compte, parce que quand on doit avancer 3 mois de loyer dans la trésorerie, on doit anticiper 3 mois de loyer, plus la caution 3 mois, plus s'il demande encore 4 mois qui soient bloqués, ça commence à faire des sommes importantes. Oui. Ça dépend du montant du loyer. Moi j'ai des loyers en ce moment à 2500 €. Ça fait des grosses sommes. 6 ou 8. C'est ça. Ça fait des grosses sommes. Alors là, du coup, on a vu les besoins, et maintenant, on va voir les ressources. Voilà. Donc, une fois qu'on a chiffré la totalité de ces besoins, c'est de se poser la question de comment on va pouvoir les financer. Le premier poste que l'on va regarder, c'est son apport personnel. Donc, on va être quand même assez clair aujourd'hui. Sans apport personnel, une création d'entreprise, ça reste relativement difficile. Et est-ce que tu pourrais dire au fur et à mesure ce que va financer l'apport, ce que va financer le prêt bancaire, le microcrédit, etc. L'apport, là-dedans, dans les besoins, qu'est-ce qui va financer pour que les gens comprennent bien qu'il faut va être clair que l'apport, conséquent. Si le projet coûte 10 000 € et qu'on a 10 000 € d'apport, l'apport va financer la totalité du projet. Après, si le projet coûte 10 000 €, qu'on a 10 000 € d'apport, mais qu'on est un peu ric-rac, c'est-à-dire qu'on a fait vraiment tous les fonds de tiroir, on a appelé papa-maman pour savoir s'ils pouvaient nous aider, etc., on a tendance à conseiller en création d'entreprise, par exemple, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire d'aller solliciter des aides à la création d'entreprise qui pourraient venir nous permettre de ne mettre, par exemple, que 7 000 € dans son projet et de garder 3 000 € de côté si jamais il y a un coût un peu difficile. Et donc, voilà. Donc, ça aussi, quelque chose d'important à prendre en compte. C'est pas parce qu'on a 10 000 € d'apport et que le projet coûte 10 000 € qu'on est obligé d'autofinancer dans la totalité de son projet. Ça, et en plus, il vaut mieux... par anticipation de l'avenir, de ce qui peut se passer, d'un Covid ou d'autres choses, avoir un petit peu d'argent de côté. Donc ça, c'est une chose importante, mais l'apport peut financer tout. Par contre, si on fait intervenir un organisme bancaire de financement, qui est généralement le deuxième interlocuteur, entre guillemets, dans le financement de la création d'entreprise, l'apport personnel va surtout financer tout ce qui est besoin immatériel. C'est-à-dire que le banquier, lui, va financer essentiellement le rachat du fonds de commerce, il va financer le matériel, le véhicule, l'aménagement de la cuisine, des choses de ce type-là, mais il ne va pas financer le stock, il ne va pas financer la trésorerie, il ne va pas financer la TVA, sauf sur un crédit de TVA, il ne va pas financer les frais d'immatriculation, et donc ça... Pour le coup, c'est vraiment l'apport personnel qui va venir financer tous ces postes-là. Et la banque ne finance que ce qu'elle peut récupérer, sur lequel elle peut garantir. On peut avoir fait le plus beau site internet du monde. Si demain on n'est pas capable de rembourser le banquier, il va pas, quand il va vendre le site internet, il ne va pas en récupérer grand-chose, on va être clair. Alors que s'il vend un véhicule, effectivement, il pourra récupérer une bonne partie de sa liste de départ. D'où l'importance de se poser la question de si j'ai que des besoins en trésorerie, ça va être compliqué d'aller voir un banquier parce que c'est pas forcément ce qu'il va financer. Oui, mais par contre, là, on voit bien que l'apport personnel du dirigeant
va financer quand même pas mal de choses dans les besoins, notamment les frais d'IMAT, les droits de mutation aussi, les honoraires d'experts comptables, avocats, agents immobiliers, une grosse partie de la communication, éventuellement l'avance de TVA, le stock. Alors, la banque, elle ne va pas vous financer de stock. Pour vous reprendre un exemple très concret qu'un créateur nous avait fait. Aujourd'hui, il va racheter un vélo 3 000 €. Demain, il liquide sa boîte et la banque veut revendre le vélo. Concrètement, le vélo, il ne vaut plus que 1 500 € à tout casser. Donc, d'où la difficulté aussi de la banque pour financer ce genre, enfin, notamment le stock ou des matériaux périssables comme dans la restauration, par exemple. En moyenne, aujourd'hui, quand même, on était avant sur la banque qui demandait 30% d'apport du coût global du projet. Quand je dis bien coût global du projet, c'est la totalité de la colonne des besoins. Aujourd'hui, on est quasiment à 50% bien tassé quand même. Hein. Donc c'est important de se dire il faut vraiment avoir de l'apport personnel pour pouvoir travailler sur son projet de création d'entreprise, parce que ça devient compliqué avec des taux d'intérêt qui sont quand même élevés. Après, il faut les rembourser, hein, donc ça augmente les charges. Donc voilà, il y a plein de conséquences par rapport à ça, donc c'est pas négligeable. Et c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à voir quand même notamment sur les petits entrepreneurs, petits dans l'activité, hein, pas petits dans... Voilà, de moins en moins de personnes qui sollicitent de prêts bancaires parce que justement, ils veulent limiter leur risque au départ. Donc ça va être sur des projets un petit peu plus importants que l'organisme bancaire va intervenir. Donc voilà, donc l'apport personnel important. L'apport personnel, il peut être en numéraire, c'est-à-dire en argent liquide, ou en nature, c'est-à-dire que j'ai peut-être déjà mon véhicule que je veux intégrer dans l'entreprise. Et ça, ça permet de valoriser et de dire si mon apport personnel était peut-être pas suffisant en argent liquide, en numéraire, il le sera parce que du coup, j'ai un besoin et que j'arrive à le financer par de l'apport en nature. Donc ça, c'est intéressant. Donc le prêt bancaire, un conseil, c'est d'aller voir le maximum de banques. Idéalement, c'est quoi 3 banques 2-3 banques C'est au minimum 3 banques. Enfin, moi, j'ai tendance à dire c'est minimum 3 banques, avec un dossier déjà un peu structuré. Parce que si vous y allez juste pour savoir s'il y a de la lumière, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Après, ça peut être intéressant de se dire, avec cet apport-là, à quoi je peux prétendre en premier échange, en premier rendez-vous avec le banquier, au moins un minima pour savoir si je peux aller faire je sais pas moi, si j'ai besoin d'un droit au bail, est-ce que je peux aller à 100 000 € ou est-ce que je peux me limiter qu'à 50 000 € de droit au bail. Tout à fait, oui. Et ça peut être même sur certains salons, par exemple à la création d'entreprise, moi j'aime bien envoyer les gens parce que du coup ça leur permet de voir plusieurs organismes bancaires et de pouvoir poser la question de façon un peu informelle et de voir effectivement comment les choses se passent. Donc voilà, la banque c'est au minimum 3. Si c'est une reprise d'entreprise, c'est d'aller faire la banque du vendeur. Oui, parce que c'est comment ça se passe. D'aller voir son banquier, sauf si on est très mal avec lui, mais bon, a priori, on est quand même assez bien avec son banquier. Donc, c'est d'aller voir le banquier, et puis de regarder aussi, et d'où faire l'étude de marché, mais de regarder l'environnement de façon globale. Regarder aujourd'hui qui fait de la pub à la télévision pour financer des créateurs d'entreprises, quelles sont les banques qui sont le plus dynamiques. C'est peut-être d'aller voir aussi en troisième banque, une de ces banques qui est un petit peu plus dynamique sur le secteur. De regarder aussi comment elle fonctionne en interne. Ça veut dire, est-ce que c'est le directeur d'agence qui prend la décision ? Est-ce que la décision elle est faite un petit peu plus haut, etc. Donc voilà, ça, le choix du banquier. Il y a aussi, parfois je parle du local, de l'emplacement. Si on est amené à avoir un peu de liquidité, alors maintenant on paye de plus en plus en carte bleue, mais on peut encore avoir de l'espèce. Ça peut être intéressant à un moment donné de se dire, voilà, je suis à côté, ou alors tout simplement parce qu'il connaît bien le marché, d'aller en local, de se dire, voilà, la banque qui est proche de mon emplacement. J'ai eu des exemples de financement qui ont bien fonctionné parce que la banque était sur un secteur géographique et elle connaissait la place, elle connaissait le lieu, la dynamique, alors qu'une banque qui était située à 3 ou 5 km ou 10 km n'avait pas la connaissance du micro... du secteur. Voilà, du secteur vraiment géographique avec la dynamique de ce lieu-là. Oui, tout à fait. C'est important. Alors après, on va aborder les prêts à taux zéro, alors prêts d'honneur et MPE. Alors, est-ce que là, Aurélia, tu peux prendre le relais Oui. Sur cette partie-là, puisque alors ça, connais par cœur. Tout à fait. Donc, au niveau des prêts à taux zéro, c'est le moment de les solliciter, c'est au moment de la création.
c'est là où c'est le plus facile d'en obtenir. Il y en a très peu au développement. Donc c'est vrai que c'est plus pertinent d'aller rencontrer les organismes au moment de la création d'entreprise ou de la reprise. Qui plus est, très souvent, comme la banque, on va demander 3 années de bilan pour pouvoir ensuite faire du prêt de développement. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'être plutôt d'anticiper, notamment pour la notion de trésorerie, et de venir nous rencontrer au moment de la création. Donc un prêt à taux zéro, c'est en fait un prêt donc à la personne. C'est un prêt d'honneur, un prêt qui permet de financer à nouveau, je le redis, donc le stock, la trésorerie. On va s'ajouter à l'apport, on va être en quasi fonds propres, si on peut le dire. Donc c'est vraiment cette notion de financer ce que la banque ne va pas financer. Pour pouvoir nous rencontrer avec un rendez-vous et plusieurs entretiens qui nous permettront d'affiner le besoin, de reprendre le plan de financement dans sa globalité et d'être certain que le complément prêt d'honneur plus prêt bancaire, on arrive à ajouter à l'apport, bien évidemment, on arrive à un total qui soit équilibré entre les ressources et les besoins. Et ce prêt d'honneur donc permet vraiment d'avoir un effet levier sur la demande de prêt bancaire. Les banques apprécient que les personnes soient accompagnées par le réseau Initiative, dans le sens où on a un accompagnement bien évidemment par les structures en amont, et puis ensuite nous on intervient au moment du plan de financement, et ensuite on poursuit l'accompagnement dans la durée. Donc ça permet de rassurer les banquiers, les intervenants externes bancaires, pour pouvoir leur montrer que nous on croit au projet, on y va avec un prêt à taux zéro, sans caution, sans garantie, donc ça c'est important de le noter. Et donc si on croit au projet, c'est vrai qu'assez souvent la banque va y aller un petit peu plus facilement. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est les banques qui vous envoient les porteurs de projets, justement pour qu'il y ait une validation aussi de votre part et du... Parce que les créateurs passent devant un comité qui est composé d'experts comptables, d'avocats, banquiers, des chefs d'entreprise en activité ou à la retraite qui viennent quand même pour valider le projet. Donc ça peut être super intéressant. Donc dans la notion de prêt d'honneur, on a la notion du prêt initiative, du réseau initiative. Il peut y avoir également, grâce au réseau des structures qui sont labellisées MPE, on peut avoir également la possibilité de faire une demande de prêt d'honneur solidaire. Donc le prêt d'honneur solidaire est un prêt de la même manière, un prêt d'honneur qui est octroyé aux personnes qui sont demandeurs d'emploi, RSA, enfin voilà. Donc à partir du moment où vous avez droit à l'ACRE, vous pouvez prétendre à ce fameux prêt d'honneur solidaire. Donc cumulable avec le premier prêt dont tu as parlé. Oui. Donc en fait, il y a 2 prêts à taux zéro. Il y a le prêt d'honneur plus le MPE. Voilà, qui le prêt d'honneur solidaire. Voilà, okay. Tout à fait, ils sont cumulables. Et nous, on a également un troisième outil grâce à BPI France qui nous permet d'avoir un prêt d'honneur création-reprise. Donc, en fonction du plan de financement, on va solliciter plutôt l'un, plutôt l'autre. Ça, c'est notre expertise et un échange avec le porteur de projet à ce moment-là. Je te redonne la suite sur la notion de microcrédit qui peut soit se substituer, soit s'additionner. Oui, plus ou moins, on va dire qu'on peut tous les additionner. Après, un des risques, c'est de faire le millefeuille de financement. Il faut aussi tout rembourser en même temps. Oui. Donc des fois, il vaut mieux avoir un crédit un petit peu plus long, avec une échéance qui soit plus faible, qu'avoir 10 crédits, enfin il y en a, ce ne sera pas possible, mais qu'avoir 10 crédits et avoir que des remboursements sur 3 ans avec un montant beaucoup plus élevé. Donc c'est important aussi de bien travailler sur ses ressources et quelles ressources je vais mobiliser, parce que c'est pas judicieux de tout cumuler non plus. Voilà. Oui, et puis il faut avoir un accord de toutes les structures en plus, parce que un plan de financement, ça doit être équilibré. Si vous le présentez à la banque ou au réseau initiative et qu'in fine, il y a le microcrédit qui passe pas pour X raison, c'est ça. En fait, il va falloir trouver l'argent que vous avez demandé en microcrédit pour combler le déficit. Microcrédit, les 2 principaux sur la place. Alors, les 2 principaux, on va commencer par l'ADI parce que c'est national, alors que Créasol, lui, intervient essentiellement sur la PACA. Alors, je sais qu'ils sont aussi développés dans d'autres territoires, mais je ne les connais pas forcément, mais je sais que ce n'est pas en tout cas aussi national que l'ADI. Le principe d'un microcrédit, c'est qu'en fait, ça s'adresse essentiellement à des personnes qui sont plus ou moins éloignées du système bancaire classique,
pour différentes raisons, soit parce qu'il y a eu un incident de parcours à un moment donné qui ont fait qu'ils ont été fichés, que ça devient un peu plus compliqué, soit parce qu'ils sont dans une situation personnelle un petit peu plus délicate, ils se sont retrouvés aux minima sociaux à un moment donné, et donc les banquiers, ils ont un peu tendance à faire un peu moins confiance que pour d'autres publics. Mais ça peut être aussi pour des personnes qui ont des petits projets. C'est vrai que le microcrédit, il a ça de bien, c'est que aller solliciter une banque pour 3-4 000 euros, c'est pas forcément pertinent. Pas forcément judicieux. Et donc, du coup, le microcrédit, ça peut intervenir à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que le principe, c'est quoi? C'est que ces structures-là ont acheté des crédits à des organismes bancaires et ils vous revendent ces crédits. Donc, le taux d'intérêt est beaucoup plus élevé dans les entreprises de microcrédit qu'à la banque. Mais après, tout est relatif. Quand on fait 5% sur, ou 6%, je ne sais plus à combien ils sont certains, mais voilà, 6% sur 2 000 euros, ça reste quand même relativement intéressant. Et si c'est ce qui vous permet de mettre le pied à l'étrier de votre création d'entreprise, je pense qu'il ne faut pas non plus... Il y a un cycle de décision aussi qui est rapide. Oui. Ils sont un peu plus réactifs que les banques avec un schéma un peu plus... C'est ça. Alors après, ils ont des conditions un peu différentes. L'ADI va intervenir sur des plans de financement maximum à 20 000 euros. Oui. Donc on reste vraiment sur des petits projets. Créasol, lui, peut venir aussi en complément d'un organisme bancaire et donc financer de la trésorerie, ce que finance pas le banquier. Donc il y a aussi cet autre côté-là dans le microcrédit qui peut être intéressant. On les voit souvent comme des financeurs à part entière, mais ça peut être aussi des financeurs complémentaires à la banque, qui peut avoir un côté rassurant parce que le banquier se dit je prends un risque limité. Et deuxième point, c'est parce qu'effectivement ça finance de la trésorerie ou de la TVA, des choses comme ça que ne finance pas le banquier. Donc c'est important. Donc ADI et Créasol. Ensuite, il y a les subventions. Alors il n'y en a pas énormément non plus, il faut être... La subvention, c'est quoi? C'est une somme d'argent qui vous est donnée et que vous n'êtes pas tenu de rembourser par différents organismes. Nous, une qu'on gère et qu'on maîtrise, je pense, à peu près correctement, c'est la GFIP, puisqu'on a été conventionné, ça fait un peu plus d'1 an maintenant, sur cette mesure-là. La GFIP, c'est une subvention qui est versée aux personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, sous certaines conditions. Il faut être inscrit à Cap Emploi, du coup? Non, obligatoirement, pas forcément. Non, d'accord, ok. Il faut être reconnu travailleur handicapé. Ouais. Il faut avoir une RQTH, il y a des conditions particulières, mais essentiellement avoir une RQTH en cours de validité, ça c'est important, où on doit avoir un dossier mis en place. Et c'est une subvention qui est à hauteur de 6 300 euros. C'est soit on vous donne 6 300, soit on vous donne 0. Il n'y a pas de demi-mesure dans la subvention. Elle est versée normalement une seule fois au porteur de projet. On ne peut pas la redemander autant de fois qu'on la veut. Elle est versée, la demande doit être faite avant la création d'entreprise, donc ça c'est important. C'est vraiment une des mesures. Le prêt à taux zéro peut être fait avant ou après, mais après ça devient un peu plus compliqué. La GFIP, la subvention à GFIP, c'est vraiment avant la création que la demande doit être faite. Le remboursement peut être demandé si la personne arrête son entreprise durant la première année. Généralement, c'est pas le cas, donc voilà. Mais elle est vraiment là pour aider les personnes qui ont une difficulté liée à un handicap et de pouvoir les mettre dans la démarche de création d'entreprise. Et le dernier, le crowdfunding. Alors juste en aparté, on a les subventions du programme Leader, BPI, région, département. Alors, pour en parler rapidement, attendez, je dézoome parce que sinon je parle dans le vide. Alors, pour en parler rapidement, les subventions du programme Leader, en fait, elles sont réservées à des entreprises qui se créent sur le territoire du parc naturel Régionalpes. Donc, en gros, vous regardez, vous tapez PNR des Préalpes d'Azur et vous allez tomber dessus. C'est pour financer des projets. Alors là, c'est en associatif, en société ou autre, qui se trouve sur le PNR. On a enregistré un podcast là-dessus avec Salomé de Lille, une des chargées de mission. Donc vous retrouverez le podcast sur le YouTube d'Initiative Agglomération Sophia Antipolis. Et ça ne finance que des projets qui sont sur le territoire du PNR. Ensuite, vous avez les subventions BPI. Ça, il faut aller sur leur site parce que c'est assez complexe. Ça dépend de pas mal de problèmes de critères, c'est souvent réservé aux startups. Les subventions région à voir aussi, suivant les critères d'éligibilité. Assez souvent.
Et les subventions, tourisme aussi, oui, tout à fait. Les subventions du département, ici dans le 06, il y a des subventions pour les agriculteurs, notamment via un dispositif qui s'appelle le plan M et qui finance notamment une partie du matériel neuf acheté par les agriculteurs. Voilà, c'était juste une aparté. Ensuite, nous avons du crowdfunding. Alors, je sais pas, nous, on travaille avec une plateforme qui s'appelle Ulu. Je sais pas si, par exemple, l'initiative, vous avez une autre plateforme. On n'a pas une plateforme en particulier, mais c'est vrai que, voilà, de façon générale, on va aller plutôt favorablement dans le crowdfunding sur la notion de communication, de développement, de futurs clients potentiels. Ouais. C'est intéressant. Nous, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est plus qu'une source de financement, en fait. Hein. Pour nous, c'est vraiment un outil de communication sur des projets un peu atypiques quand même. Hein. On fait pas du crowdfunding pour le plombier du coin. Enfin, je sais, c'est pas péjoratif, mais c'est vraiment sur des projets un peu atypiques. Tu peux nous donner un exemple d'un entrepreneur ou entrepreneuse que tu as accompagné justement, qui a monté un projet de crowdfunding et pourquoi il l'a monté? Alors une de nos, on va dire, nos têtes qu'on présente souvent dans le financement participatif et qui a eu un financement assez élevé, c'est Julie Meunier des Frangines. Oui. Voilà. Notamment, en fait, suite à un cancer, elle n'était plus éligible au crédit bancaire classique. Parce que c'est une des conditions, la loi a été modifiée entre-temps. Mais c'est vrai qu'à l'époque où elle a créé, c'était pas faisable. Et du coup, pour elle, ça a été vraiment un moyen de trouver du financement à son projet de création d'entreprise. Et en même temps de toucher une communauté, de pouvoir communiquer sur son projet, de faire de la commercialisation de ses franges, hein, tout simplement. Donc ça a vraiment eu à la fois le côté financeur qui était important pour elle, mais aussi vraiment tout ce volet communication. Et on se rend compte que c'est vraiment sur ce volet-là que les choses peuvent être positives. Ça crée une communauté. Derrière, il y a des gens qui vont suivre le projet, qui vont voir l'évolution et qui auront envie d'adhérer plus facilement. C'est des projets souvent porteurs de valeur. Oui. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de se dire que si on trouve que c'est compliqué de faire un prévisionnel pour aller le présenter, par exemple, à la banque, ce qui est normalement pas la seule raison pour laquelle on fait un prévisionnel, hein, d'ailleurs. Mais si c'est important, le crowdfunding, c'est encore plus de temps, je pense, parce qu'il faut le faire avant, pendant et après, et on continue à communiquer sur l'évolution du projet dans les financements de crowdfunding. Donc voilà, donc il faut quand même être armé et savoir que ça va prendre du temps. Et des fois, quand on démarre, c'est peut-être pas la meilleure solution. Il faut peut-être se permettre de le faire 2-3 mois ou 4 mois après sur un développement précis de l'activité. Alors ça, on a fait un live spécial là-dessus que vous trouverez sur la chaîne YouTube d'initiative agglomération Sophia Antipolis dans les financements complémentaires. Donc il y a Valeria Mazzucato de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice qui est venue justement pour détailler ce que c'est que le crowdfunding, comment on fait pour monter une campagne, les différents types de crowdfunding, parce que ça demande de l'investissement il n'y a pas que du don pour don, il y a aussi du financement des prêts à taux zéro ou carrément de l'investissement comme si vous investissiez sur une start-up. Il peut y avoir des préventes, il peut y avoir des préventes aussi, ça peut être un moyen de tester le produit, etc. Donc, ça c'est une manière intelligente de tester son produit. Oui, je trouve aussi. Très bien, donc là on a vu l'intégralité du plan de financement initial au démarrage et donc en deuxième tableau, deuxième indicateur de suivi de l'activité, on a également le prévisionnel. Donc on va parler ensemble du prévisionnel d'activité, donc qu'est-ce que c'est pour toi un prévisionnel? Comment est-ce que tu peux l'expliquer simplement et son importance? Alors, le prévisionnel, ça comprend donc le plan de financement, le compte de résultat et le plan de trésorerie, ça a les trois. Oui. L'importance, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir un prévisionnel pour aller voir le banquier, parce qu'effectivement, le banquier, c'est quand même très chiffré et donc c'est important. Mais c'est pas la seule raison et à mon avis, c'est pas la raison principale pour laquelle on fait un prévisionnel. Tous les éléments qu'on demande de travailler avec le futur entrepreneur, que ce soit l'étude de marché, le prévisionnel, le choix des statuts, c'est surtout un moyen pour le chef d'entreprise de prendre des décisions, de pouvoir se positionner, de pouvoir être réactif par rapport à des évolutions. On peut pas prévoir le Covid, on peut pas prévoir tout ce qui peut se passer autour de soi. Par contre, on peut anticiper et se dire si ça se passe pas comme ça, je peux toujours
trouver un chemin alternatif. Oui. Voilà. Et donc, si on n'a pas ces éléments-là en face, en fait, on ne peut pas trouver de solution et d'anticiper ces solutions-là. Donc, le prévisionnel, c'est aussi un autre moyen d'anticiper des solutions. Donc, on a vu comment on pouvait financer son projet. Une fois qu'on a la clé qui est mise dans la serrure et qu'on veut commencer à travailler, il nous reste un autre élément à prendre en compte, c'est le plan de financement. Le compte de résultat, pardon, si je confonds, ça va pas. Donc le compte de résultat. Donc le compte de résultat, c'est je suis en activité. J'ai déjà le matériel pour travailler, tout fonctionne, mais tous les mois, je vais avoir des choses à payer, ce qu'on appelle des charges. Oui. Alors il y en a qui parlent de charges fixes et d'autres de charges variables. Il y en a qui préfèrent parler d'autres éléments. Enfin, peu importe, ça reste des charges de façon globale. Donc ce sont des choses à payer. Si on peut expliquer un peu ce que c'est les charges fixes et les charges variables, les charges fixes, c'est quelque chose qui est récurrent et qui vient tous les mois. Tous les mois, j'aurai un loyer à payer. Tous les mois, j'ai mon assurance parce que je l'ai mensualisé. Tous les mois, j'ai du téléphone parce que j'ai un abonnement téléphonique, etc. Donc ça, ce sont ce qu'on peut retrouver dans des charges fixes. Les charges variables, c'est celles qui vont varier en fonction de mon activité. Si j'ai pas de clients, je prends pas ma voiture pour aller les rencontrer. Donc, du coup, ma charge variable, peut-être que l'essence, c'est une charge variable. Il y a des activités où l'essence devient une charge fixe parce que j'ai un bureau et que donc tous les jours, que j'ai des clients ou que j'ai pas de clients, je dois me déplacer pour aller dans mon bureau. Donc voilà, donc c'est pour ça que des fois, le distinguo entre charges variables et charges fixes n'est pas forcément nécessaire, mais c'est important. On retrouve surtout les charges variables dans les restaurants ou dans les ventes de produits, parce qu'effectivement, si je ne vends pas, je n'ai pas besoin d'acheter. Façon de parler, c'est plus compliqué que ça. Donc voilà. Donc en fait, nous, on part souvent des charges. C'est-à-dire que quand on a fait son étude de marché, on a été capable d'identifier potentiellement le chiffre d'affaires que l'on devait être capable de réaliser. Et quand on vient nous voir à BGE, en fait, on part des charges de l'entreprise et on essaye de déterminer avec eux ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires minimum qu'ils doivent réaliser pour couvrir toutes ces charges d'entreprise. Donc, dans les charges, on a vu les charges fixes, les charges variables, mais il y a aussi d'autres frais. Il y a les charges sociales, il y a les crédits. Il peut y avoir les salariés. Il peut y avoir les salariés. Il peut y avoir l'expert comptable, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça dépend du statut, il y a besoin d'un expert comptable. Donc voilà, donc c'est important aussi d'élargir les charges. Il y a les fameuses charges sociales, il y a les taxes avec les TVA, les impôts, etc. Les assurances. Bon voilà, donc il y en a toute une liste, je ne sais pas si vous l'avez ou pas, mais... on ne l'a pas noté là parce qu'on fera un live spécial là-dessus. Et donc ça, c'est élaboré sur 3 années, c'est ça? Alors, généralement, certains demandent sur 3 ans, c'est ce qui paraît la règle, en fait, on va dire ça. Il y en a qui vous le demandent sur 5 ans, c'est sur des activités un petit peu plus importantes. Ou bon, voilà. Déjà, 3 ans, prévisionnel, ça porte son nom, c'est des prévisions. Donc, on n'est jamais certain de ce qui est annoncé. Par contre, on peut le rectifier, donc ça, c'est important. Aller au-delà de 3 ans, moi, j'en vois pas trop l'utilité. Déjà, un an, c'est compliqué. Déjà, un an, c'est compliqué, effectivement. Donc voilà. Après, nous, on travaille sur le seuil de rentabilité. Donc, le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires minimum qu'il faut faire pour couvrir les charges. On travaille sur un seuil de rentabilité amélioré. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est pas que de payer vos charges, c'est de vous rémunérer. Parce que si on crée une entreprise juste pour payer des charges, moi, j'en vois pas trop l'intérêt. Et de rembourser un crédit, parce que dans la partie du crédit, en fait, il y a 2 choses qu'on rembourse. Il y a les taux d'intérêt et le capital. Et le capital n'est pas considéré comme une charge, mais va se rembourser sur des bénéfices d'entreprise. Donc en fait, il faut être capable de faire un chiffre d'affaires un petit peu plus important que le simple seuil de rentabilité pour que l'entreprise fonctionne. Voilà. Ok. Donc ça, c'est sur 3 ans, c'est calculé en hors taxe. Oui. Et après, on va voir un dernier élément de ce prévisionnel d'activité qui est le plan de trésorerie. Oui, tout à fait. Donc, on a parlé de la trésorerie tout à l'heure. Oui. Au moment de la création, donc sur le plan de financement initial, au tout démarrage. Mais le plan de trésorerie tout au long de la vie de l'entreprise, qu'est-ce que c'est? Alors, le plan de trésorerie, souvent, c'est un des tableaux qui est le moins fait, qui est un des plus importants, en tout cas, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément celui qu'on passe de temps à faire. On peut avoir une entreprise qui soit réalisable parce qu'on a réussi à avoir les financements nécessaires pour créer.
On peut avoir une entreprise qui soit viable parce qu'on a identifié que le chiffre d'affaires qui permettait de couvrir les charges et de se rémunérer était tout à fait réalisable et tout à fait jouable. Mais pour autant, on peut avoir des entreprises qui mettent la clé sous la porte parce qu'elles n'ont pas suffisamment de trésorerie dans leur fonctionnement, parce qu'elles ne sont pas suffisamment anticipé les choses. Alors c'est vrai que le Covid a permis de montrer que si on n'avait pas de trésorerie, malheureusement, il y a pas mal d'entreprises qui n'ont pas pu tenir malgré les aides de l'État parce que c'était pas suffisant. Concrètement, le plan de trésorerie permet de savoir quoi? Il permet d'identifier quels sont les besoins de trésorerie que l'on va avoir pour permettre à l'entreprise de durer. Donc je reprends mon cas de l'agent commercial en immobilier parce qu'il est quand même assez simple à expliquer. Il débute son activité, il a 3 000 € de côté, de trésorerie pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il signe un compromis de vente, il est prévu, donc il crée au mois de janvier, il est prévu une signature chez le notaire, etc. au mois de juin, parce que les choses prennent toujours un petit peu plus de temps, et il a identifié que ces 3 000 € lui permettaient de vivre pendant cette période-là. Et puis, les choses ne se passent pas forcément comme c'était prévu. Les taux d'intérêt à la banque augmentent, l'acheteur n'a pas le crédit qui est incombé, enfin bref. Et du coup, le compromis qui devait être, l'acte qui devait être signé au mois de juin, sera reporté au mois de septembre. S'il n'a pas de Pôle emploi, s'il n'a pas mis un peu plus que ces 3 000 € de côté, et en fait, soit il est capable de mobiliser, d'aller travailler, pourquoi pas, soit il demande à son entourage de l'aider financièrement, et s'il n'a pas du tout de solution, effectivement, ce sont des types d'activités qui peuvent être arrêtées parce qu'à un moment donné, ce manque de trésorerie freine, voire empêche complètement l'activité de se développer. Ça montre aussi la saisonnalité. Moi, je sais que j'ai accompagné une jeune fille qui avait un projet sur du textile, mais vraiment de la création de vêtements, et donc avec une saisonnalité, donc le stock d'été, le stock d'hiver, et à un moment donné, il faut pouvoir racheter le tissu pour pouvoir créer, pour pouvoir ensuite vendre et anticiper la saisonnalité. Et en lui prenant un exemple très simple, on s'est rendu compte que si elle ne générait que tant de chiffre d'affaires, elle n'avait pas suffisamment de trésorerie pour pouvoir restocker pour la saison d'hiver. Voilà, donc ça permet aussi d'identifier ces fameux à-coups de besoins en trésorerie et de rentrée de chiffre d'affaires. Et puis ça permet aussi peut-être à un moment donné de décaler sa création d'entreprise pour rentrer dans une période, on reprend un autre cas, mais les chauffeurs VTC par exemple, qui veulent acheter leur véhicule au démarrage de leur activité, c'est vrai qu'on aura peut-être plutôt tendance à leur dire de commencer au mois de mars ou sur la Côte d'Azur. Alors après, il y a des régions, et c'est là où on en vient à l'étude de marché. Il y a des secteurs qui fonctionnent toute l'année. Le chauffeur VTC ici sur la Côte d'Azur, on est quand même de mars à septembre. Et mars, ça commence tout doucement. Mais une personne qui commencerait au mois de septembre, par exemple, je ne suis pas sûre que ce soit très judicieux. Qui passe l'hiver. Voilà. Ou alors, il faut effectivement qu'il ait une trésorerie suffisante pour pouvoir payer peut-être ses 6 mois de crédit pour l'achat de la voiture, etc. Donc ça peut être aussi un moyen de dire je ne veux pas créer à tel moment parce que j'ai conscience que je peux mettre en péril ma trésorerie de départ. Alors ça, l'importance de la trésorerie, on a enregistré un live là-dessus, que vous trouverez dans la gestion d'entreprise qu'on a enregistré avec un expert comptable, Vincent Meunier-Collin, et Véronique Berruyer de Finance et Pédagogie, qui vous explique bien l'importance de gérer sa trésor, grâce notamment à ce plan de trésorerie. Factuellement, il se présente comment ce plan de trésorerie? C'est un tableur avec des entrées, des sorties, la TVA incluse? Alors oui, c'est le seul tableau d'ailleurs qui fait intervenir la TVA, parce qu'effectivement on a vu que le plan de financement était en hors taxe, le compte de résultat est en hors taxe, et le plan de trésorerie, et lui effectivement prend en compte la notion de TVA. Pourquoi? Parce que justement la TVA peut se récupérer sur des trimestres, et que donc du coup, pendant un certain laps de temps, on fait quoi. Donc en haut du tableur, on retrouve le chiffre d'affaires, moins toutes les charges. Oui, alors le chiffre d'affaires plus peut-être d'autres entrées d'argent qui pourrait y avoir. Voilà, il est mensualisé. Le compte de résultat, lui, il est annuel. Le plan de trésorerie, il est mensualisé. Donc vous avez janvier, février, au démarrage de votre activité. Donc, c'est M1, M2, M3, mais bon, voilà. Là, on va dire que c'est janvier. Donc, on a tous les mois. On a le chiffre d'affaires qui doit être réalisé, ou en tout cas qu'on a prévu de réaliser
par mois. Et c'est là où on voit effectivement que le chiffre d'affaires peut augmenter ou peut descendre en fonction de la saisonnalité ou en fonction de l'activité. Et après, viennent en dessous, effectivement, toutes les dépenses. Dans les plus, en fait, donc il y a le chiffre d'affaires, il peut y avoir le crédit de TVA. Ouais. Et dans les mois, ça va être toutes les dépenses, donc toutes les charges sociales, les TVA que l'on doit débourser et les crédits qu'on doit rembourser. Les impôts qui arrivent une fois par an, etc., qui tombent. Et d'ailleurs, c'est dans ce anticiper. plan de trésorerie aussi qu'on retrouve le crédit dans sa globalité. Ouais. Et pas séparé, puisque dans le compte de résultat, on ne trouve que la partie intérêt, en fait. Donc, pour résumer, on a vu dans le prévisionnel qu'il existait donc le plan de financement initial qui est crucial pour le démarrage, bien évidemment, le compte de résultat prévisionnel à nouveau sur 3 ans en général, et on a également ce fameux plan de trésorerie qui permet d'imaginer la viabilité de son entreprise malgré une saisonnalité et parfois des pics d'activité ou pas. Il faut un peu désacraliser, enfin je ne sais pas comment dire, mais c'est vrai que les futurs entrepreneurs ont toujours l'impression que c'est compliqué, que c'est fastidieux, parce que ça leur sort de leur cadre, etc. Quels que soient les accompagnements qui sont faits ou qui sont proposés ou les formations à la création d'entreprise, c'est justement de permettre de mieux maîtriser ces notions-là. Enfin, je veux dire, moi je ne sais pas faire la cuisine, je ne suis pas douée. Par contre, il y a des cours qui sont là justement pour apprendre à faire ça. Mais là, c'est la même chose en fait. Vous êtes accompagné pour pouvoir vous aider à travailler là-dessus. Par contre, les éléments chiffrés, si vous n'allez pas les chercher en tant que futur entrepreneur, oui, les structures d'accompagnement ne peuvent pas vous les apporter. On peut mettre des chiffres, faire des chiffres pour mettre des chiffres, c'est pas trop compliqué, ça, moi je peux en faire tous les jours, mais ça reflètera pas la réalité. Déjà un prévisionnel, c'est tellement imaginé, enfin voilà, c'est compliqué. Si en plus de ça, c'est pas les chiffres qui sont propres aux chefs d'entreprise, c'est encore plus loin de la réalité. Ce fameux prévisionnel, c'est la représentation chiffrée de l'activité future qui va avoir lieu. Donc quelqu'un qui connaît bien son secteur d'activité, qui connaît bien ses concurrents, ses prix, en général va être capable de mettre des chiffres, alors qui restent non prévisionnels bien évidemment. Mais après c'est notre travail de dire si vous m'amenez tel chiffre, je vais le mettre dans telle case. Qui connaissent pas la case, c'est pas ça le plus important. C'est vraiment qu'ils viennent avec leurs propres chiffres, quoi. Voilà. Et entre la partie étude de marché et la partie prévisionnelle, c'est ce qu'on appelle le business plan en fait. C'est pouvoir présenter un dossier complet déjà à soi et à la banque. À ses futurs associés éventuellement. Exactement, à des fournisseurs des fois, parce que ça permet au bailleur qui peut être rassuré parce qu'effectivement il y a un dossier qui a été travaillé. Et puis pour moi, important aussi, ça permet au chef d'entreprise de sortir ce qu'il a dans sa tête et de le poser à un moment donné. Parce que quand ils viennent nous voir, ils nous disent mais c'est compliqué, je sais pas faire. Et en fait, quand on les interroge, ils ont déjà travaillé sur certains éléments, sauf qu'ils n'arrivent pas à le formaliser. Donc le prévisionnel, le business plan de façon générale, ça permet de formaliser quelque chose. Après, on peut le faire papier, on peut le faire informatique, peu importe. Après, juste une dernière question avant de passer au choix du statut juridique, mais est-ce que, si je ne demande pas de financement, est-ce que tu recommandes quand même de faire un prévisionnel ? C'est surtout si on ne demande pas de financement, si on demande un financement, automatiquement, la première chose que va demander le banquier, c'est le prévisionnel. Donc, vous allez être obligé quelque part de le faire. Et souvent, c'est un peu la problématique, c'est que si on ne demande pas de financement, personne ne va vous le demander. Mais en fait, c'est pour vous qu'il faut le faire. L'étude de marché, c'est pour vous qu'il faut la faire. Le prévisionnel, c'est pour vous qu'il faut le faire. C'est un outil, moi en tous les cas, je sais que c'est quelque chose que je dis facilement aux porteurs de projets, c'est un outil futur de gestion aussi. Donc on revient dans ce qu'on a abordé la dernière fois. Voilà, ce qu'on a abordé la dernière fois, mais ce fameux prévisionnel, ce qu'on a pu mettre, les chiffres qu'on a pu mettre au démarrage, c'est une projection. Et donc de vérifier même dans un an, est-ce qu'on est toujours, on se cale à peu près à notre prévision, et si on n'est pas calé à ces prévisions, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que je retire des charges ? Est-ce que je vais... et puis des fois, alors on parle souvent effectivement de négatif, mais des fois on n'est pas dans le prévisionnel parce qu'on est au-delà. Et on va le voir avec, est-ce que c'est le moment du coup de changer de statut juridique parce que j'ai explosé le chiffre d'affaires alors que j'avais pas prévu, ou j'ai trouvé un autre moyen de vendre et j'ai moins de charges et donc du coup... je fais plus de bénéfices et donc peut-être que ce que j'avais prévu au départ c'est pas judicieux. Est-ce qu'il faut que j'embauche une personne ? Est-ce que c'est le moment de le faire ? Donc c'est aussi un moyen de prendre des décisions sur le futur et de toujours anticiper. Et d'ailleurs souvent le chef d'entreprise n'aime pas faire d'études de marché, n'aime pas faire de prévisionnel
Et on en fait au démarrage, mais on en fait surtout après. Tout au long de la vie de l'entreprise, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est aussi important. L'étude de marché, on va étudier nos concurrents. Oui. Et si demain un concurrent s'installe à côté, s'installe à côté de chez moi et commence à vendre exactement la même chose que ce que je propose ou quelque chose de mieux même, si je fais pas ma petite étude de la concurrence au cours de l'activité, je me rendrai pas compte et je pourrais pas réagir en temps réel. Là, j'avais reçu sur un atelier Pôle emploi un monsieur qui avait ouvert Chip, la coiffure, voilà. Et il m'expliquait que systématiquement, il était venu en atelier sur Cannes et il avait, je crois que c'était sa boutique sur Antibes, et ben même en étant sur Cannes, entre midi et deux, quand il avait fait la pause, il était parti dans les rues de Cannes, étudier la concurrence cannoise et voir comment chacun se positionnait, etc. Donc un chef d'entreprise continue à faire ça tout au long de l'entreprise. Après, il y a des entreprises qui réussissent sans avoir fait d'études de marché, sans avoir fait de prévisionnel. C'est risqué. Mais c'est, voilà, est-ce que j'ai de l'argent et je vais jouer au casino et je suis prêt à perdre ma mise de départ ou pas? C'est la roulette. Voilà. Il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Et ça permet également, en transition, du choix du statut. Voilà. Ah oui. Alors maintenant, on va aborder le choix du statut juridique. Alors, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir et qui nous disent moi, je veux être en société. Directement. Sauf que pour en arriver à ce choix du statut juridique, normalement, alors pas dans tous les cas, mais normalement, vous avez dû en passer par l'étude de marché et par le prévisionnel, parce que le prévisionnel va déterminer un certain chiffre d'affaires, des charges, le fait que vous soyez associé ou pas aussi, et tout ça va influer sur le choix du statut juridique, dont on va parler maintenant avec Corinne. Oui. Alors, à l'heure actuelle en France, je vais vous passer la slide suivante. Simplissime, on a fait des slides simples, pour que vous puissiez comprendre un petit peu les différents types de statuts juridiques, les principaux en tout cas, que vous pouvez choisir. Alors, est-ce que tu peux nous les décrire, ces deux principaux types de statuts? Déjà, il y a deux grosses familles. Il y a l'entreprise individuelle qui est toute seule. C'est quoi créer une entreprise individuelle? C'est créer en tant que seul chef d'entreprise. Il faut savoir que quand on crée une entreprise individuelle, nous et l'entreprise, on est une seule et même personne, et on est responsable des dettes de l'entreprise sur ses biens personnels. Contrairement à une société, où effectivement il peut y avoir plusieurs modèles de société, donc il peut y avoir des SARL, des SAS, on reviendra dans le détail après de tout ça. La société, quand on crée une société, on y met ce qu'on appelle un capital social, c'est une valeur financière de l'entreprise. Et donc quand on crée une société, nous et l'entreprise, on est deux personnes complètement indépendantes. Et donc on est redevable à titre personnel des dettes de la société qu'à hauteur du capital social qu'on y a apporté. Donc ça, c'est déjà une notion importante à prendre en compte, parce que quand on crée une entreprise, on se dit « Ah non, mais moi je vais être en société parce que je veux payer le moins de charges sociales possible, parce que je veux demander le maintien total de Pôle emploi, ou je veux créer en micro-entrepreneur parce que je paye moins de charges, parce que c'est plus facile, parce que voilà. » En fait, il faut surtout se poser la question, aujourd'hui je crée pourquoi ? Je crée parce que je veux développer un produit qui va, je sais pas, devenir mondialement connu. Il va falloir que j'ai des investisseurs par la suite et donc il va falloir que je m'associe. Est-ce que je veux juste créer mon petit taf et avoir une petite rémunération tous les mois? Est-ce que je suis mariée? Est-ce que je suis célibataire? Est-ce que dans un avenir proche, je veux acheter un appartement ou pas? Quelles conséquences ça va avoir sur ma vie personnelle? Parce que le choix du statut, en fait, au-delà de juste vous fournir un numéro SIRET pour aller travailler, ça a surtout des conséquences personnelles. Et donc, c'est ça, en fait, qu'il faut arriver à maîtriser. Et après, une fois que j'ai défini ce que moi, quel risque personnel j'étais prêt à prendre et jusqu'où je suis prête à aller, effectivement, c'est en fonction de mon étude de marché, de mon business plan, de mon prévisionnel, est-ce que le choix du statut peut vraiment s'imbriquer dans mes risques personnels? La couverture sociale, alors deux éléments, oui. Peut-être juste en aparté, rappelez juste que si vous créez une entreprise, que ce soit en entreprise individuelle ou en société, la résidence principale sera toujours protégée. Si vous avez des dettes, on ne pourra pas venir la saisir, c'est déjà... Et si vous en êtes propriétaire. Oui, si vous en êtes propriétaire. Si c'est de la location, il ne va pas se passer grand-chose. Mais pareil sur les résidences secondaires, vous pouvez aussi
les isoler, il faut aller voir le notaire. Oui. Donc voilà, donc le risque, en fait la première notion importante dans le choix du statut entre l'entreprise individuelle et la société, c'est le risque que va prendre le chef d'entreprise. Le risque, il n'est jamais de zéro, quoi qu'il en soit, mais on a tendance à dire qu'en entreprise individuelle, le risque est un petit peu plus important, puisque en société, il y a ce fameux capital social qui couvre le futur chef d'entreprise. Ce qui n'est pas toujours vrai non plus, puisque le capital social, je suis redevable des dettes qu'à hauteur du capital social, sauf, petite phrase qui dit, sauf faute de gestion ou faute pénale. Donc le risque, il n'est pas illimité non plus, quoi qu'il en soit. Et puis après, on dit, ah ben oui, mais alors je prends des risques parce que je suis propriétaire, j'ai une résidence secondaire, j'ai des bateaux dans la marina, je ne sais pas, donc je préfère partir en société. Oui, mais si en même temps je fais du conseil en création d'entreprise, que j'ai besoin d'un ordinateur et d'un stylo pour travailler, est-ce que réellement j'ai un risque sur mon activité? Est-ce que j'ai vraiment nécessité à protéger mes biens? Donc il faut aussi mesurer, à chaque fois en fait, il faut mesurer le risque que je prends et comment je peux le couvrir d'un autre côté. Donc voilà. Donc il faut aussi dire en entreprise individuelle, donc on parle du micro-entrepreneur, de l'auto-entreprise, bon voilà, tout ça c'est une même notion qui veut dire que je suis une entreprise individuelle. Et souvent, les gens en micro-entreprise ou en micro-entrepreneur, hein, le nom officiel c'est micro-entrepreneur, mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils sont avant tout en entreprise individuelle. Donc, on reçoit des gens qui sont en micro-entrepreneur qui nous disent « Non, mais je ne suis pas immatriculé, je ne suis pas chef d'entreprise. » Merci. Ah si, tu as un SIRET, tu es. Et donc, les risques que tu prends, c'est les mêmes que tu vas prendre dans n'importe quelle entreprise. Oui, il engage donc, sa responsabilité exactement, pénale. Exactement. Et puis c'est important, on est mariés. Sous le régime de la communauté pour certains, les parts de l'entreprise individuelle appartiennent autant à monsieur qu'à madame. S'il y a des difficultés, bah, c'est autant monsieur que madame, et ça aussi on a tendance à l'oublier. Si on a des enfants d'un premier mariage, etc. Toutes les questions de succession, de couverture sociale, etc., ça se fait vraiment dans le choix du statut. Et une fois que tout ça est bien vu, avec un avocat, un expert comptable, voilà, il y a certains notaires qui peuvent vous conseiller là-dessus, mais normalement c'est expert comptable et avocat. On examine le statut, mais alors en fonction de quoi je vais être auto-entrepreneur, là je parle du chiffre d'affaires ou autre, ou plutôt en société. Bah, déjà, pour faire le point sur SARL, SAS, le U, le pas le U, etc. Donc SARL, Société par action, responsabilité limitée, SAS, Société par action simplifiée, le U veut dire unique. Donc je suis le seul associé dans cette entreprise-là. Donc que j'ai une SARL ou une SARL-U, la seule différence, c'est que dans la SARL, il y a moi plus un autre associé. Dans le U, je suis toute seule. Donc ça, c'est important. Il y a les SA, ça c'est société anonyme, c'est pour des structures quand même relativement plus importantes. Et tout ce qui est scope, etc., on est plutôt sur des sociétés participatives, en fait. Hein. Donc souvent, les personnes qui axent sur des scopes ou sur des SCIC, c'est soit parce que l'activité un peu les impose, soit parce qu'ils ont déjà une certaine volonté sociétale un peu atypique. Donc voilà, mais après il reste le choix essentiel entre la SARL et la SAS. Aujourd'hui, bah, c'est la SAS qu'elle vend en poupe par des infos qui sont pas toujours vraies ou bonnes, mais en tout cas c'est elle qui a le vent en poupe. Et à l'inverse, il y a l'auto-entrepreneur ou le micro-entrepreneur de l'autre. Donc en fait, on fait un peu le grand écart sur les deux. Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir une ou l'autre? Ben, c'est tout ce qu'on a fait précédemment. C'est l'étude de marché, c'est le potentiel de clients, c'est le chiffre d'affaires qu'on doit réaliser, c'est les charges, c'est la rémunération dont on a besoin, parce que ça c'est quelque chose qu'on a peu parlé, mais concrètement, moi j'ai besoin de combien pour vivre? Il y a des personnes qui ont besoin de 1 200 € parce qu'ils ont d'autres revenus, parce qu'ils restent salariés à côté, parce qu'ils sont retraités, et puis il y en a d'autres qui ont besoin de 5 000 € pour vivre, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont une vie qui a engendré des crédits et qu'aujourd'hui ils sont obligés de couvrir ces crédits-là. Donc voilà, donc ça aussi, ça peut déterminer le choix du statut. On est des personnes qui sont reconnues, par exemple, travailleurs handicapés, ils ont besoin d'une couverture sociale peut-être un petit peu plus importante que d'autres. Donc ça aussi, ça peut être aussi dans le choix du statut. Il y a parfois aussi des activités qui sont nécessairement en SARL ou enfin, nécessairement en société. Oui, il y a aussi ce que la loi oblige, un micro-entrepreneur aujourd'hui. L'exemple typique, par exemple, le jardinier ne peut pas être micro-entrepreneur malgré tout ce qu'on peut entendre. Donc voilà, donc ça c'est
Quand on fait son étude de marché ou son adéquation de projet, justement, on est plutôt encore plus en amont. Mais c'est des éléments en fait qu'on va aller chercher de vérifier effectivement, est-ce que l'activité que je veux faire peut être faite sous tel et tel statut, et on le sait très rapidement si c'est jouable ou si c'est pas jouable. Donc en fait, c'est tous ces éléments-là, plus sa situation personnelle surtout, qui va être déterminante dans le choix du statut, en sachant qu'on commence petit, qu'on peut toujours grandir. C'est plus compliqué de faire l'inverse. Et donc là, pour vous aider, justement, il y a ta structure, notamment la BGE, Chambre consulaire, Chambre de métier, Chambre de commerce et d'industrie, et d'autres partenaires. Et après, vous avez le dispositif de Business Story. Donc là, c'est les experts comptables qui ont fait ça. C'est super. C'est 3 rendez-vous gratuits avec un expert comptable pour travailler sur votre projet. Donc ça, n'hésitez pas, c'est gratuit. On a la chance d'être en France. Et il y a quand même pas mal de dispositifs d'accompagnement qui sont libres d'accès et gratuits. Une autre chose, dans le choix du statut, il y a 2 autres points qui ne sont pas nommés, je ne sais pas si tu les as plus loin ou pas, mais c'est le choix du statut. Alors on parle de statut juridique, et derrière il y a le statut fiscal et le statut social, c'est comment je paye mes impôts et comment je paye mes charges sociales, qui, à mon avis, sont les 2 éléments aussi déterminants dans le choix du statut juridique, à prendre en compte. En France, on paye des charges sociales, on paye de l'impôt. Une fois que ça s'est dit, c'est de trouver celui dans lequel on se retrouve le mieux, ou en tout cas où on a la meilleure couverture, ou le meilleur choix possible devant nous. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Il n'y a pas de solution miracle. Et j'ai envie de dire, se poser la question de savoir si je vais prendre des dividendes en fin d'année. D'abord, je commence à me poser la question, notamment au démarrage, est-ce que je suis capable de faire le chiffre d'affaires que j'ai prévu? Est-ce que je suis capable de me rémunérer? Est-ce que je peux rembourser mon crédit? Et après, je me pose la question de savoir comment je vais pouvoir faire pour optimiser ce bénéfice total. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que la SAS, c'est bien dans certaines situations, mais ce n'est pas la solution miracle à tout. On peut avoir le maintien de Pôle emploi, par exemple, en étant dans d'autres statuts, même Total, en étant dans d'autres statuts que la SAS. Alors ça, justement, les aides de Pôle emploi, etc., on va les voir maintenant avec toi et Aurélia, notamment dans la recherche de financement. Tout à fait. Donc, on a parlé depuis tout à l'heure du prévisionnel. Si demain je vais rencontrer mon banquier, quels sont les éléments à lui présenter pour pouvoir être pertinent dans ma demande? Alors, il va demander le fameux business plan, le document tout complet. Il y a plein de supports sur lesquels on peut trouver des modèles types de business plan. Voilà, donc ça, après, chacun le travaille sur nous. On a nos supports en inter. Chacun peut avoir des supports qu'on peut trouver notamment sur BPI France Création, ça c'est pas compliqué. Donc ça c'est le minimum que va demander au moins le banquier pour aller présenter. Après ce qu'il va demander le banquier, il va demander une chose importante, c'est qu'on maîtrise ce qu'il y a à l'intérieur de ce business plan. C'est pour ça qu'on est là nous pour accompagner et pas pour faire à la place de la personne. On peut mettre le chiffre dans la bonne case, ça c'est pas un souci, mais il faut aussi expliquer à la personne pourquoi on le met dans cette case-là. Alors le banquier, a priori, ne va pas vous demander si vous avez utilisé 47% de charges sociales ou 46,5%. Bon, je pense que là-dessus, voilà. Par contre, de savoir pourquoi il y a des charges sociales, à quoi ça correspond et comment elles sont calculées, ce qu'il veut savoir, c'est que vous maîtrisiez un minimum de choses dans le dossier. Il va y avoir des salariés. Exactement. Est-ce que c'est du mi-temps, du plein temps voilà, vous avez coefficient de combien? Enfin, moi, j'ai des personnes qui me disent, je ne sais même pas ce que c'est un coefficient. Ben, ça, effectivement, c'est un peu plus problématique quand on va voir le banquier si on n'est pas capable d'expliquer le dossier qu'on a présenté. Donc, c'est pour ça que c'est important que ce soit vos propres éléments et vos propres éléments chiffrés que vous avez été chercher qui soient capables de les maîtriser. Voilà. Après, le banquier, il va regarder. Donc, dans la partie littéraire, j'ai envie de dire qu'il va surtout s'attacher au lieu où on veut s'installer, à l'activité et au produit, et aussi au parcours de la personne. Parce que ça, c'est quelque chose d'important, l'expérience professionnelle dans le domaine dans lequel on veut s'installer. Et puis après, effectivement, lui, ce qui l'intéresse quand même un peu plus, c'est la partie chiffrée. Parce que il y a le CV qui est important. Alors, après, on peut rajouter autant de pièces qu'on veut. On peut rajouter CV, on peut rajouter les flyers, ces cartes de menus, si on veut rajouter les menus. Oui, c'est sur le graphique, ce genre de choses. Voilà, exactement. Le CV, ça peut être un plus, mais ça peut être dit à l'oral ou ça peut être rajouté dans le... Voilà. Ça va être, s'il y a un local, ça va être le bail à l'intérieur. Ça va être, voilà, tous les éléments qui sont en lien. Plus on en met, mieux c'est. Alors après, il ne faut pas y aller avec 100 pages non plus, parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout lire, mais les choses essentielles du projet,
et surtout que quand il pose une question, on soit capable d'expliquer derrière ce qu'il en est. Après, il n'y a pas de question. Est-ce qu'il faut que la structure soit déjà immatriculée ou qu'elle soit déjà existante? Surtout pas. Vraiment, surtout pas. Je relativise. Il est préférable d'aller voir le banquier avant de créer. Parce que si j'ai besoin d'un véhicule, ça ne sert à rien de créer sans le véhicule et d'aller voir le banquier après. J'ai besoin. Le banquier il va me dire ok, mais prouvez-moi que l'activité elle est réelle et elle est présente. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire avant. On a quelques banquiers qui vous disent non, mais immatriculez-vous et puis après j'étudie avec vous la faisabilité, etc. Bon, généralement, c'est un peu un nom déguisé où vous travaillez votre projet, on se revoit dans quelques temps. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un accord de principe du banquier, un accord écrit, c'est encore mieux, et on fait la demande avant. Après, pourquoi je dis tout est relatif, c'est que j'ai créé, j'ai pas anticipé, j'ai eu mon véhicule et puis il est tombé en panne. Bien évidemment qu'on va voir le banquier, on n'entend pas. Mais on anticipe tout. Le réseau initiative, on va le voir avant de créer. Les microcrédits, on va les voir avant. Et voilà, toutes les aides, même si on n'en fait pas la demande au démarrage, c'est important de savoir qui fait quoi, comment ça se passe dans ce monde de la création d'entreprise et d'aller taper aux portes quand c'est le bon moment, en fait. On en a parlé tout à l'heure, mais on va solliciter bien évidemment plusieurs banques, ça, tu nous en as parlé. Il faut faire bien attention lorsqu'on va... On va solliciter plusieurs banques, on n'ouvre pas de compte professionnel avant l'accord de prêt, parce que très souvent, ça peut arriver que la banque dise, bon, voilà, vous déposez vos statuts, vous déposez votre capital, etc. Si je fais une demande dans 3, 4, 5 banques, je ne vais pas pouvoir déposer le capital dans 3, 4, 5 banques. C'est juste pas possible. Donc voilà, c'est attention à ça, c'est être vigilant là-dessus. Des fois, il y a un petit peu de volonté de la part de la banque de vous faire valider le dépôt de capital, et c'est dommage de se bloquer pour ça. Par rapport à la demande que je vais faire, souvent on nous demande à nous en tant qu'experts quel est le délai d'acceptation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Après, ça dépend. C'est toujours pareil. Déjà, on nous demande nous souvent quel est le délai pour créer une entreprise. Oui. Ça peut être demain. On vous dit qu'entre le moment où vous avez l'idée et vraiment le moment où ça se concrétise, c'est à peu près une naissance, c'est 9 mois. Voilà, c'est à peu près schématisé comme ça. C'est un autre bébé. C'est un autre bébé. Après, il y a des délais qui peuvent être plus longs parce qu'on cherche un local et que donc ça met plus de temps de trouver le local. Pour un financement, on va dire qu'il faut à peu près 3-4 mois. Le temps de présenter une première fois le dossier. On n'a pas toujours des rendez-vous à la banque de suite. On va rencontrer 3 banques, donc du coup on attend que la première elle se positionne pour décider si là on va suivre avec la deuxième ou avec la première, etc. Donc il faut compter à peu près 3 mois. Avec un peu de chance, vous tombez sur une période de vacances scolaires, voilà, de vacances juillet, août, décembre, bon voilà. Donc on va dire qu'il faut quand même prévoir entre 3 et 4 mois, et après ça dépend le montant du financement aussi, puisque plus le montant va être important et l'apport un peu faible, peut-être que la décision sera un petit peu plus longue à prendre. Et tu parlais de délégation tout à l'heure, hein, oui. en banque. Oui, le circuit de décision, par où il passe. Oui, délégation. Je suis en train de me dire, qu'est-ce que c'est la délégation? En fait, il y a certaines banques où c'est le directeur d'agence qui va prendre la décision. Je n'ai pas en tête, je ne les connais pas, mais par exemple, au-delà de 20 000 euros, c'est plus le directeur de l'agence qui prend la décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dossier peut partir dans une direction régionale. Des fois, les directions régionales ne sont pas très loin, donc ça va, ça se passe à peu près bien. Et puis, il y a des organismes bancaires qui sont des décisions nationales. Donc, dans ces cas-là, quel que soit le conseiller que vous avez en face de vous, le dossier ne sera décidé qu'au niveau national. C'est-à-dire que Paris rentre dans l'ordinateur des critères de décision, et c'est en fonction de ces critères-là, avec l'appui ou pas du conseiller, que la décision va être prise. Donc, généralement, ça peut être aussi des décisions qui sont plus lentes. Ça peut être aussi des décisions, comme tu disais tout à l'heure, si je veux prendre un commerce de proximité, il vaut peut-être mieux que j'aille voir une banque qui est capable de décider localement, parce que peut-être qu'à Paris, quand on va rentrer certains critères, les critères locaux, on les tient pas forcément pris en considération. Donc des fois, les délais sont un petit peu plus longs. Est-ce qu'on a le droit à l'erreur avec la banque? C'est-à-dire que, est-ce que le dossier peut être refusé une fois, repassé en commission et validé? C'est plus compliqué quand même. Ouais. Il faut mieux éviter de pas trop. Si on y va une première fois juste pour prendre la tendance et de savoir un peu ce qu'il en pense, oui. Après, une fois que le dossier est déposé, s'il y a eu un refus, ça dépend de la raison du refus, mais généralement c'est compliqué de représenter. Il ne faut pas oublier qu'il y a des caisses régionales.
C'est pas parce qu'on a présenté un dossier à une banque, si on va le présenter dans un autre, qui est la même enseigne, ils vont le savoir. La décision ne se prendra pas. Il y a une banque là que j'ai en tête qui effectivement, eux, sont plutôt indépendantes des caisses indépendantes et qui peuvent dire oui alors qu'il y a une autre caisse qui a dit non. Mais ce n'est pas le cas de toutes les banques. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de savoir comment chacun fonctionne pour pouvoir aussi aller déposer dans des structures qui vont être peut-être plus favorables par rapport à vos dossiers. Voilà. Là, pareil, hein, pour tout ce qui est bancaire, circuit de décision, etc. On a fait un live hyper complet là-dessus, que vous retrouverez sur le YouTube d'Initiative Agglomération. De même sur les autres solutions de financement. Donc là, on va peut-être passer rapido là-dessus. Donc prêt bancaire standard et prêt bancaire complémentaire type microcrédit, crowdfunding et autres, vous trouverez 2 lives qui sont hyper détaillés sur le YouTube. Donc du coup, on va en passer par l'immatriculation. Alors là, ça y est, votre dossier est validé, vous avez le financement bancaire, l'accord écrit. L'accord oral, ça vaut rien. On le rappelle, mais là, on va essayer de voir concrètement... est-ce qu'on est obligé de s'immatriculer tout simplement pour créer son activité? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui vous permettent de tester votre activité, votre idée, avant de vous immatriculer? Alors, pour travailler en France, on va être clair, on est soit salarié, soit on est chef d'entreprise. Il n'y a pas d'autres solutions, d'autres alternatives. Donc, pour être chef d'entreprise, il nous faut ce fameux numéro SIRET, ce fameux pass. Et donc, ça veut dire faire une immatriculation. Après, effectivement, il y a des alternatives à la création d'entreprises, notamment par des couveuses, des coopératives d'activité, du portage salarial. Mais ça reste un des 2 modes de fonctionnement. Soit je deviens salarié de la structure de portage, qui, elle, va me prêter le numéro SIRET par le biais duquel je vais pouvoir facturer. Donc, quoi qu'il en soit je suis salarié, soit je suis immatriculé avec un SIRET, soit j'utilise le SIRET d'une autre structure. Mais dans tous les cas de figure, il me faudra une de ces 2 possibilités. Sinon, c'est pas trop légal. Donc, comment s'immatriculer au final, une fois que j'ai tous mes financements et que je suis sûre de mon projet? Alors, aujourd'hui, le passage obligatoire à l'immatriculation, c'est le site de l'INPI, le guichet unique inpi.gouv.fr, si je ne me trompe pas trop. Donc ça, c'est vraiment le lieu où on peut faire son immatriculation en ligne. Après... en fonction de l'activité, derrière, on va quand même dépendre de ce qu'on appelle des chambres consulaires. Chambres de métier, chambres de commerce, de l'URSSAF, qui est considérée pas forcément comme une chambre consulaire, mais en tout cas qui a cette vocation-là. Et donc, il est quand même fortement conseillé de vous rapprocher de la chambre consulaire dont vous dépendez, avant d'aller appuyer sur le bouton de l'INPI, parce que c'est des fois un peu plus compliqué que ce qui n'y paraît. Voilà. Internet, c'est bien, mais on dit que la micro-entreprise, c'est facile, on s'immatricule facilement et on peut vite se radier, mais ça peut engendrer quand même des conséquences importantes. Voilà, et puis, ne serait-ce que, si vous n'avez pas été accompagné, ne serait-ce que de se dire, tiens, c'est bon, je suis prête, je vais aller m'immatriculer, et je me dis, je dépends de la chambre de commerce, je vais peut-être aller les voir. En allant les voir, il va peut-être se poser une question, souvent sur micro-entrepreneur, c'est qui revient de façon classique, on me demande de cocher le prélèvement libératoire, je ne sais pas ce que c'est. Bon, ça veut dire que le projet, il n'a pas été suffisamment travaillé, et donc ça permet de revenir un peu en arrière avant de valider et d'appuyer complètement sur le bouton. Donc, Et est-ce qu'il y a l'expert comptable aussi qui peut peut-être prendre le relais? De toute façon, pour ce qui est de création en société, je pense que c'est bien de se faire accompagner par l'expert comptable, parce que de toute façon, il y aura les statuts de la société à faire, il y aura la publication au journal officiel. Quand on n'est pas habitué à l'administratif, et à cet administratif-là, c'est bien de se faire accompagner. Et c'est lui qui va ça a un coût comme tout, mais des fois, il vaut mieux se dégager de certaines problématiques. Se libérer l'esprit. C'est ça, se libérer l'esprit, se concentrer à aller démarcher des clients, plutôt que de faire son immatriculation, c'est pas plus mal. Par contre, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, schématiquement, chambre consulaire, donc il y en a plusieurs en France, il y a notamment la chambre de métier de l'artisanat, nous on est dans le 06, elle se trouve à Saint-Laurent-du-Var, mais ceux qui dépendent de la chambre de métier de l'artisanat, vous avez des activités, alors coupez-moi si je me plante, création, réparation, service à la personne, notamment ils dépendent de la chambre de métier, photographe aussi, notamment... web designer, ça peut arriver. Ouais, aussi, donc il y a ça. Snacking aussi.
Chambre, donc schématiquement c'est à peu près ça, après il y a des variantes. Hein. Après, chambre de commerce et d'industrie, c'est tout ce qui est activité d'achat-vente, agent immobilier. Non. Non, c'est indépendant. C'est au greffe du tribunal. Ouais, greffe, ouais. C'est au greffe du tribunal. Et ensuite, les URSAF, c'est toutes les activités, notamment d'indépendants consultants. Je suis consultant en informatique, consultant en parfumerie, ce genre de choses, et bien vous dépendez des URSAF. Voilà, en gros. Et après, tout ce qui est activité artistique, vous dépendez, c'est les impôts ou la chambre des artistes. Alors non, c'est l'immatriculation à l'URSSAF, et après on dépend des caisses au niveau social, Voilà, soit de la maison des artistes, soit de la GESA. Il faut il peut y réussir à avoir... rentrer à la maison des artistes, c'est assez sélectif. Alors non, Non. c'est pas sélectif, c'est qu'il faut bien en comprendre le fonctionnement. Et ça, c'est encore C'est encore plus C'est compliqué. encore Ouais, un ok. autre fonctionnement. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que on a longtemps critiqué le RSI pour différentes raisons diverses et variées. L'avantage, c'est qu'il y avait une masse qui critiquait un système. Donc à un moment donné, il y a des choses qui ont bougé. Il y a d'autres structures qui ont la Maison des Artistes, qui s'est bien remis en question et qui a bien retravaillé sur certaines choses. Mais c'est vrai que ça reste des structures, par exemple, qui sont éloignées ici sur la Côte d'Azur. Pour rejoindre la Maison des Artistes, c'est Paris et c'est le téléphone. C'est ça, ouais. Donc des fois, il y a des choses où ça devient compliqué. Aujourd'hui, c'est moins le cas quand même, hein, il faut le dire. Mais voilà, il y a la chambre d'agriculture pour les agriculteurs. Enfin, il y en a plein. Le principal, c'est quand même chambre de commerce, chambre de métier et l'URSSAF pour les professions libérales. Et après, dernière question sur l'immatriculation. Est-ce que je peux facturer sans être immatriculé? Est-ce qu'on a le droit? Alors non, parce que pour facturer, il faut un numéro SIRET. Oui. On a le droit de faire la prestation. C'est une tolérance. Oui. Enfin, je ne sais pas si là, sur le point, vous êtes d'accord. C'est-à-dire qu'on peut anticiper de dire j'ai déposé ma demande d'immatriculation avec un début d'activité au 15 janvier. On est le 14, je peux faire ma prestation. Par contre, la facture partira à partir du 15. Voilà. Par contre, je ne commence pas à travailler l'année d'avant pour facturer le 30. Tout est relatif. Voilà, tout est relatif. Voilà. Mais après, c'est travailler avant, c'est le risque aussi de ne pas se faire payer. Que la personne peut très bien dire j'ai pas fait de devis, donc j'ai pas signé. J'ai rien accepté. Ça peut prendre le risque aussi d'avoir un accident sur le lieu où on travaille. Donc, pas de couverture. Voilà, tout ça, c'est quand même à définir et anticiper. Donc c'est vrai que par exemple, on parlait tout à l'heure des autres possibilités comme les couveuses ou le portage salarial. Si on n'est pas sûr ou si qu'on a... Souvent les gens viennent et disent j'ai un client, il faut que je m'immatricule. Il y a peut-être ces alternatives-là qui permettent de dire ok, je peux facturer parce que j'ai du portage, parce que j'ai des couveuses. Ça me laisse le temps de travailler mon projet, de vérifier qu'il y a une réelle potentielle clientèle, etc. Et puis, à ce moment-là, je sors après de la couveuse ou du portage et je crée mon entreprise. Alors, pour en citer deux, alors couveuse, dans le département 06, les deux plus connus, vous avez notamment la couveuse innovation, Créactive 06, qui ont deux secteurs géographiques différents. Portage salarial, vous en avez plein. Vous allez retrouver, on a fait un podcast avec... il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur les différents types de structures qui peuvent vous accompagner hors immatriculation, que vous pouvez retrouver sur pareil le YouTube de l'initiative Agglomération Sophia Antipolis. Et ensuite, pour tout ce qui est coopérative d'activité, vous avez Petra Patrimonia notamment, ou après vous avez des structures comme Mosaïque aussi, qui peuvent vous accompagner. Et alors là... Moi je vais citer Acticop, parce que c'est mon ancien responsable. Acticop C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et donc là, une fois qu'on est immatriculé, il y a le après. Qu'est-ce qu'on fait après tout ça? Alors généralement, nous, on aime bien, quand on a accompagné des personnes dans la création d'entreprise, on leur laisse 1-2 mois un peu de prendre leur marque dans ce que c'est les méandres de la création, parce que là, il faut travailler, il faut... on est dans le dur, hein, il faut faire des démarches commerciales, il faut aller chercher les clients, il faut facturer, etc. Et puis après, au bout d'1 ou 2 mois, on aime bien refixer un rendez-vous et refaire un point, un bilan, voir les premières choses. Est-ce que ça se passe réellement comme vous le souhaitez? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous sentez que vous êtes un peu dans la difficulté? Est-ce que vous avez pensé à faire vos déclarations trimestrielles? Est-ce que vous avez pensé à des choses de ce type-là? Et donc là, on va rejoindre la petite slide où il y a marqué se former, parce que ça peut être aussi travailler, de continuer à se former. Alors évidemment que il est préférable d'anticiper, de se former avant la création, parce qu'on a du temps.
Mais par contre, il faut continuer à se former tout au long de l'entreprise. Aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle l'intelligence artificielle, par exemple, qui devient, à mon avis, un outil indispensable pour les futurs chefs d'entreprise. Ceux qui sont déjà installés, s'ils peuvent faire quelques formations pour mieux maîtriser l'intelligence artificielle et pas passer à côté, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais il y en a plein d'autres. À noter que tout chef d'entreprise cotise pour la formation. Oui. Alors, oui. Au même titre que quand avant on était salarié, on a cotisé, on peut toujours se servir de ce fonds, si on a de l'argent dessus. Et en plus de ça, on cotise en tant que chef d'entreprise. Voilà, il y a plusieurs biais de cotisation à la formation professionnelle. Pardon. Il y a les OPCO des chefs d'entreprise, l'AGFIS, le FIFPL, le FAFCA, où là, on va directement les voir pour se faire financer sur son entreprise. Et puis après, il y a le fameux CPF qu'on a cotisé à la fois en tant que salarié, qu'on a peut-être encore et qu'on peut utiliser, et qu'on va continuer à faire grossir, à alimenter en étant chef d'entreprise. Donc il y a ça, mais il y en a plein d'autres dispositifs. Par contre, question bête, mais comment on fait pour savoir auprès de quel organisme on cotise? Comment moi je sais que je suis aux AGFIS, par exemple? Alors, sur le site, par exemple, si on est micro-entrepreneur, sur l'URSSAF, autoentrepreneur.ursaf.fr, il y a moyen d'aller vérifier, de télécharger une fois par an son attestation de formation sur lequel il est notifié clairement combien vous avez cotisé et auprès de quel organisme vous êtes affilié. Après, avec le code APE, votre code d'activité, parce que quand on s'immatricule, on a un numéro SIRET et un code d'activité. Avec ce code d'activité, vous pouvez savoir effectivement auprès de quelle caisse vous avez cotisé. Et dans le doute, je pense que vous allez voir un organisme d'accompagnement à la création d'entreprise, quel qu'il soit, il sera capable de vous dire un petit peu quelques pistes. Donc là, après, chose importante, après l'immatriculation, il y a savoir s'entourer. Vous n'êtes pas obligé de toujours rester avec le même expert comptable, avec le même avocat ou autre. Si vous ne convient pas, il faut aller voir ailleurs. Des fois, c'est juste une affaire de personne. Ne pas rester seul, surtout sur la Côte d'Azur, on a pas mal de réseaux. Il y a des espaces de coworking, il y a des pépinières d'entreprise, des clubs d'entrepreneurs. Il y a des petites réunions de réseautage qui peuvent être intéressanants. Des petits déjeuners, des soirées. Vous avez l'UPE qui organise certaines choses. Le BNI qui organise certaines choses, les JCI, le CJD aussi. Et tout simplement le réseau Initiative. Aussi, nous aussi. Les GO aussi. En fait, nous, on a fait quelques ateliers, par exemple, où j'ai trouvé ça sympa. On a des chefs d'entreprise qui ont assisté à des petits ateliers, et qui se sont échangés leur WhatsApp. Et ont créé leur propre réseau sur des thématiques ou sur des points. Et ils continuent à s'échanger comme ça des infos. Donc, c'est de façon informelle, mais c'est un autre moyen de réseauter. Donc, il ne faut pas hésiter à aller... il y a les femmes chefs d'entreprise aussi. Oui, il y a les FCE aussi, qui sont vachement dynamiques ici. Donc, n'hésitez pas. Et après, surtout, si vous avez la moindre difficulté, on en a parlé pendant le dernier atelier sur la gestion, mais n'hésitez pas à en parler à votre expert comptable, à anticiper, à des structures comme la BGE, comme Initiative, où il y a quand même des réseaux de bénévoles. La chambre de commerce la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métier, l'artisanat ont également des ateliers pour pouvoir, des services dédiés pour pouvoir échanger avec eux face à des difficultés, qu'elles soient passagères ou un peu plus structurelles. Surtout pas faire l'autruche, en fait, c'est vraiment le dire. Et sur un atelier une fois où j'avais un ancien chef d'entreprise qui m'expliquait, donc c'était à l'époque du RSI, ça remonte à quelques temps de ça, mais qu'il en avait marre à la fin parce que c'était compliqué pour lui pour différentes raisons, et il n'arrêtait pas de recevoir des courriers du RSI, et donc en fait il supportait plus, donc il laissait les enveloppes et ils ouvrait plus. C'est vraiment l'autruche. Vraiment l'autruche. Et donc il avait donné cet exemple, j'avais trouvé ça sympa, et au bout de 6 mois, il se retrouve avec une enveloppe qui était toujours fermée, il s'est dit bon quand même, je vais l'ouvrir, et en fait c'était le RSI qui lui remboursait des sous. Donc ne pas faire l'autruche, ça peut avoir vraiment des côtés sympas, et notamment récupérer de l'argent qu'on a un peu oublié. Donc voilà. Eh bien écoute, en tout cas Corinne, merci beaucoup. Merci à vous. D'être toujours présente quand on te sollicite. Bien volontiers. Donc à bientôt. Merci Aurélia aussi.
pareil, À très toujours bientôt. présente. Et puis à très bientôt, ouais, le prochain atelier aura lieu en février et portera sur la formation. Justement, les formations à la Chambre de métier, les formations à l'IRCE, les formations à la Chambre de commerce et d'industrie, et il y aura un OPCO qui sera présent, l'OPCO Atlas. Voilà, bah écoutez, merci à tous, il est midi, bon appétit et à bientôt. Bon À appétit. bientôt.